Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Zéro RR Podcast, toujours animé par les frères gallois. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, nouvel épisode FAQ, encore une fois. Encore une fois, c'est vrai, on ne fait plus trop d'épisodes spéciaux, mais ça va revenir. Ça fait 2 épisodes qu'on dit ça quand même, mais Ouais, oui. ça fait 2 épisodes, mais eh bien aussi, quand on est deux, c'est plus facile à organiser. Et du coup, quand on veut faire venir des invités, c'est un peu plus compliqué. Encore une fois, en plus, on tourne le podcast, il est 20h30. Ouais. Après une grosse journée. Donc, bon, la dernière fois, on avait un peu peur, mais parce qu'on était un peu plus fatigué. Au final, ça s'est bien passé. On a eu des très bons retours sur le podcast. Et puis, l'atmosphère un peu plus chill vous a pas mal plu aussi. Ouais. Et du coup, on va commencer tout de suite avec le sommaire des 4 questions qu'on va traiter. Encore une fois, si on n'a pas le temps de toutes les traiter, bah, je les couperai au montage, celle du sommaire que j'ai énoncé. Et après, on enchaînera avec le retour sur nos semaines. Et aussi, attention Rémi, il faut qu'on donne des idées de repas aussi. Enfin, Oui. Donc, les questions du podcast seront la fréquence d'entraînement optimale. C'est vrai que dans le dernier podcast, donc j'ai énuméré très rapidement, enfin j'ai parlé très rapidement de la fréquence, etc. Et il y a eu pas mal de questions dessus, pas mal d'avis contraires et opposés. Et c'est une question qui avait été posée aussi pas mal de fois. Est-ce qu'il faut s'entraîner chaque muscle une fois, 2 fois, etc. Donc on va développer un peu plus, on va dire, dans cet épisode du podcast. Ensuite, du coup, donc une douleur en musculation, non, c'est avoir des douleurs en musculation est normal ou forcément signe d'un problème. Ensuite, on parlera des meilleurs accessoires à avoir dans son sac de sport. Et enfin, une question diète, peut-on dépasser les 1 g de lipides par kilo de poids de corps? Je pense qu'on peut même étendre ça aux protéines et aux glucides, je pense. Ouais, on peut extrapoler sur les autres macros et même aller au-delà des 1 gramme pour les lipides, par exemple. Qu'est-ce que ça fait de monter à 1,5 g, par exemple, ou voire plus, quoi. Je sens que cette question va être longue. Oui. Ouais. Mais du coup, mon frère, le retour sur nos semaines, qui je pense sera un peu plus court que la dernière fois, parce que le temps entre les podcasts était un peu plus court. Donc mon frère, qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Eh bien, pas grand-chose. Comme d'habitude, ma petite routine habituelle, mes entraînements, tout se passe très bien. On a pu se voir, mais pas pour partager une séance de sport, mais pour partager un restaurant avec un ami, le fameux Indien. Donc ça, c'était Oui, c'est vendredi vrai. dernier. Et oui. Mais sinon, après, rien de nouveau, hein. On va dire que je continue ma petite routine, ma petite habitude. Enfin, voilà, comme on dit toujours, il faut avoir une discipline, il faut avoir une certaine rigueur, etc. quand on fait du body, enfin, ce qu'on fait du moins. Mais après, ça dépasse vraiment cette fameuse discipline et ça devient clairement une habitude, en fait, une habitude de vie. Et donc, c'est celle que je mène depuis maintenant plusieurs années et qui me convient très bien. Donc oui, vendredi dernier, nous avons partagé le fameux Indien. Donc j'avais été déjà seul, enfin du moins avec d'autres amis, du moins en tête chercheuse pour voir ce que ça pouvait donner. Et du coup, là, vendredi dernier, Denis et un autre ami enfin on y a été à trois, on a testé ce fameux Indien. Et cette fois-ci, donc j'avais teasé un petit peu, il nous a proposé un piment 30 fois plus puissant que celui que j'avais pu goûter la toute première fois. Et donc, du coup, bah voilà, on l'a consommé. On a consommé le piment de l'amitié. Ouais. C'était fort spécial. C'est vrai qu'il m'a brûlé sur le coup, mais il n'a pas brûlé très longtemps, on va dire. Il était, ça va, c'était pas. Au début, on voulait le prendre sur la fin du repas, mais au final, on l'a pris au milieu du repas. Et ça s'est bien passé parce qu'on a tous repris 2 ou 3 fois. Ouais, c'est vrai. Après, bon, on n'était pas non plus dans l'idée de faire. Alors, on n'est pas teuteux, et puis on n'est pas dans l'idée de faire le concours de celui qui va en prendre le plus. C'est pas du tout notre mentalité, mais au moins on a goûté. Et franchement, moi, j'ai pas trouvé qu'il était plus dur enfin, plus chaud, plus agressif que celui que j'avais consommé déjà avant. Donc voilà, c'était sympa à partager. Après, comme on le disait, la cuisine indienne, quand même, c'est une cuisine qui est naturellement relevée. Et bah, en fait, tu manges un truc et tu as l'impression que tout a à peu près le même goût. Donc ça, c'était plus ce que tu avais relevé, Denis. Mais ouais, c'est vrai que bon, ça reste une cuisine très, très épicée. Alors, pour là où on a été, hein, bien sûr, mais peut-être pas le cas partout. Mais oui, c'était un bon moment.
Mais on n'a toujours pas fait d'entraînement ensemble. Et ça, putain, t'imagines même pas le nombre de personnes qui me demandent mais quand est-ce que vous vous entraînez ensemble? Vous êtes dans la même ville, machin. Mais Rémi, c'est impossible pour faire l'entraînement avec lui. Je lui dis, tu t'entraînes où? J'essaye toujours un peu de m'arranger. Lui, rien à foutre, hein. Non, c'est Rien, rien à foutre. C'est impossible de faire des entraînements avec lui. Moi, j'essaye, hein, vraiment, je fais tout mon possible. Et c'est lui, comme d'habitude. Bah non, je m'entraîne à Iron. Non, je vais à l'autre salle. Patati patata. Oui, oui, oui. c'est qu'en fait, je m'entraîne dans 2 salles à Limoges et Denis s'entraîne que dans une de ces 2 salles. Et donc, du coup, pour trouver déjà un créneau identique, c'est compliqué, sachant que Denis a la route. Moi, j'y vais souvent entre midi et 2, ou du moins quand j'ai le temps. Mais ouais, c'est vrai que là, c'est c'est chiant. Putain, ça fait combien de temps que t'es revenu? On a dû faire 2, 3 Ça entraînements fait 2 ensemble. séances et j'ai l'impression que c'est parce qu'elles n'étaient pas programmées. Genre, je me Ouais. suis entraîné, je commençais à m'entraîner et d'un coup, je vois Rémi qui arrive à la salle et c'est comme ça. Mais je pense qu'en fait, il faut pas que je dise à Rémi que je m'entraîne et il viendra. Parce que je pense qu'en fait, il fuit les séances avec moi parce qu'il a peur. Il est là et dit ouais, mais non, s'il me voit avec mes petits reverse bands, il va se foutre de ma gueule et tout. Je pense que c'est ça. C'est ça, Oh non, t'as alors là, peur et tu veux pas t'entraîner avec moi. Bon, et du coup, c'est tout ce que tu as raconté sur ta semaine, mon frère? ouais, 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 bien sûr. Là, c'est vrai que j'ai pas T'as grand-chose à ouais, raconter. t'as fait court. Ben Je vais, ouais. en- je vais enchaîner. Moi, je vais faire aussi assez court, je pense. Il y a un fait marquant. Du coup, donc j'ai parlé de la création des machines. Il y a de ça un ou deux podcasts, je sais plus. Donc le fait est que donc j'avais créé des machines, etc. Enfin, à l'époque, j'avais commencé à en créer. Et du coup, donc j'ai progressivement avancé sur le sujet. Et en fait, le but, c'était tout simplement de faire une série de vidéos sur cette création des machines, sur voilà comment je l'ai fait, les galères que j'ai, etc. Et en fait, le but, c'était que grâce à la monétisation TikTok, je récupère du coup donc de l'argent et du coup que je puisse eh bien acheter certains outils, etc. Parce que en fait, même si toute la matière première, on va dire, je la trouve autour, il y a toujours les boulons, les trucs comme ça, les disques de disqueuses, merde, j'ai perdu le nom pour souder, etc. Enfin, plein de petits trucs comme ça qui, bah, ça plus ça plus ça. J'ai dû acheter des forêts aussi pour percer il n'y a pas longtemps. Les forêts, ça coûte assez cher, surtout les bons forêts. Donc, le but, voilà, c'était de faire une série de vidéos comme ça pour avoir un peu de revenus par rapport à ça et pouvoir bah, m'aider tout simplement dans la création des machines. Et puis, c'était aussi un challenge, parce qu'en fait, le fait d'avoir peu de revenus aussi sur le projet et de faire uniquement avec ce que je trouve, ça pousse aussi en fait à trouver des solutions et à voilà, explorer des pistes que tu n'explores pas en fait quand la réponse est simple. Parce qu'en fait, quand tu te dis, en gros, quand tu as budget limité, tu te dis, bon, bah voilà, je vais faire une copie de machine Prime et puis j'aurai une bonne machine, quoi. Alors que là, en fait, vu comme j'ai pas mal de contraintes, eh bien, je suis obligé d'explorer toutes les pistes et au final, et d'essayer pas mal de choses. Et au final, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et en fait, du coup, donc j'ai posté la première vidéo où je présente un peu le projet. Et l'engouement pour le projet a été extrêmement, extrêmement fort. Sur TikTok, je sais plus, la vidéo a fait 300 000 vues, un truc comme ça. Je l'ai mise hier sur Insta, donc j'ai pas regardé les stats. Mais effectivement, il y a beaucoup de personnes qui aiment ce projet. Et du coup, ça veut dire qu'en plus de ça, je vais peut-être pouvoir aller plus loin, faire plus de choses, etc. Donc c'est vraiment la bonne nouvelle. Et aussi, j'avais un peu peur que, en vrai, les gens s'en foutent. Parce que, bon, bah. Moi, j'adore ça, j'adore les machines, j'adore créer des machines, j'adore la muscu, j'adore tout ce qui touche à la muscu. Mais c'est toujours, voilà, c'est pas simple de savoir ce qui intéresse les gens. Et puis moi, on va pas se le mentir, je suis un peu chelou, donc, donc je m'intéresse à des trucs qui n'intéressent pas forcément les gens. Et je sais que dans mon cercle proche, quand je commence à parler des machines, etc., j'ai certaines personnes qui me disent, ouais, mais mec, t'es un peu cinglé et tout. Mais moi, j'adore ça et j'avais peur un peu que bah, ça n'intéresse pas les gens. Et au final plutôt, oui. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et du coup, donc là, la machine avance bien. Enfin, la machine avance bien. Disons qu'elle est fonctionnelle. Hein, je m'entraîne avec dessus. Je peux faire des mouvements. Mais on va dire qu'elle est en attente d'amélioration, sachant que c'est la troisième version c'est le troisième prototype plutôt. Et en fonction en fait de ce que je vais pouvoir avoir via du coup donc la monétisation TikTok, bah ça va aussi ouvrir quand même pas mal de portes supplémentaires dans les accessoires, etc. aussi que je vais pouvoir utiliser et l'outillage que je vais pouvoir utiliser parce que c'est vrai que euh,
par exemple, si tu n'as pas de perceuse, c'est difficile de faire des trous. Donc, c'est sûr que cette option-là, c'est terminé, tu vois. Donc, c'est sûr que ça va pas mal ouvrir de portes et j'en suis assez satisfait. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Puis même tous ceux qui écoutent le podcast m'ont fait beaucoup de retours sur les machines, comme quoi ils avaient hâte de les voir, etc. Donc vraiment, ça m'a fait ultra plaisir et ça me pousse un peu à continuer, on va dire, dans ça. Et puis le but ultime, on l'avait dit dans les premiers podcasts, c'est d'ouvrir une salle avec voilà, nos propres machines. Et le fait est que voilà, là, c'est un peu la première marche de l'escalier, quoi, commencer à bricoler les machines, etc. Et puis, qui sait, dans 2-3 ans, peut-être que ce rêve dont on a parlé Ouais. sera atteint tout simplement. Donc ça, c'est la première petite chose. Deuxième petite chose, il n'y en a pas. J'ai pas grand-chose de plus à ajouter. J'ai fait ma semaine d'entraînement classique, toujours du coup donc sur ma répartition habituelle. Et en fait, j'allais dire quelque chose, mais c'est que ça va aller avec la première question. C'est pour ça qu'il n'y en a pas au final. Et ça va rejoindre la première question et ça sera une petite anecdote qui rejoindra la première question. Donc on va peut-être passer directement aux idées de repas. Je regardais là justement savoir, parce que alors, tu parles de ta passion, enfin de notre passion commune pour les machines de musculation. Et je voulais voir s'il n'y avait pas un nom, tu sais, pour définir les personnes qui aiment tu sais, les machines de musculation, comme ceux qui aiment faire les collections de timbres. Mais j'ai pas trouvé, il faudrait que je gratte un peu plus. Il faut, Donc ouais, faut inventer ce terme sinon. voilà. Mais encore une fois, c'est parce que au-delà du simple fait qu'on s'entraîne sur des machines, on aime vraiment voir la mécanique des machines, voir comment ça fonctionne, voilà, connaître un petit peu toutes ces choses-là. C'est pour ça on est vraiment hypé par ça et qu'on peut paraître un peu chelou. Mais oui, Bah, oui, oui. de toute Nous façon, sommes des filants, je sais pas quoi. c'est ça, hein, mais quand t'aimes vraiment quelque chose, que c'est ta passion, en fait, il y a deux possibilités. Soit les gens vraiment te regardent bizarre et te disent, mais putain, il est bizarre, c'est qui ce mec-là? Soit en fait, tu parles tellement en fait de ta passion, tu sais, avec des étoiles dans les yeux que tu contamines la personne qui est en face de toi et d'un coup elle se dit, mais putain, mais c'est génial, c'est génial, moi aussi je vais faire ça. Et combien de fois c'est arrivé que juste je parle de la muscu et que derrière la personne qui ne faisait pas de sport se mette à en faire, etc. Juste parce qu'en fait, au cours d'une discussion, je lui ai dit, bah voilà, la muscu c'est génial pour ci, pour ça, moi j'adore ça, etc. Avec des grosses étoiles dans les yeux. Puis la personne, elle s'est dit, mais waouh, mais moi aussi je veux faire ça, ça a l'air génial. Et en fait, je l'ai contaminé et c'est comme ça que, mais juste après une discussion. Et c'est ça, en fait. Soit tu contamines la personne, je pense, soit le mec il se dit, mais c'est qui ce type? C'est un fou, quoi. Mais je Les pense que ceux deux. qui nous écoutent quand même, ils sont comme nous. Ce sont des passionnés. Et je pense aussi qu'on contamine de plus en plus les gens avec notre zéro RIR aussi. Mm. Vu comme on en parle, je pense que petit à petit, on contamine les gens et de plus en plus, les personnes adoptent, on va dire, ce style d'entraînement et peut-être aussi la mentalité zéro RIR dont on parle dans les podcasts. Mm. On peut enchaîner avec la nourriture. Moi, je te laisse commencer, mon frère, parce que, encore une fois, petite anecdote, Rémi a mangé genre 2 minutes avant le début du podcast. Encore une fois, j'ai lancé l'épisode, il avait encore un peu de nourriture sur le coin de la bouche. Bah justement, bah tu vois, regarde, tu me tends une perche. J'avais pas forcément d'idée de repas, donc je vais vous partager le dernier que j'ai mangé. C'était le repas de la flemme. Et ça fait du bien aussi d'expliquer que bah, parfois on n'a pas le temps de se faire à manger, ou parfois voilà, on se donne pas forcément le temps, c'est peut-être plutôt ça. Et là, bah, j'étais short un petit peu en temps. Donc bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours des wraps de blé dans mon armoire, dans mon placard. Et j'ai ouvert une boîte de thon. Alors, c'est vraiment le repas de la flemme, comme je dis. J'ai ouvert une boîte de thon et j'ai ouvert une boîte de ratatouille aussi. Et donc, du coup, bah, voilà, je me suis fait mes petits faritas, thon, ratatouille. Ça m'a pris 30 secondes. On a sélectionné ensemble les questions avec Denis. Et puis, le temps qu'on sélectionne, j'ai mangé mes trucs. Et puis après, bah, voilà, me voilà prêt pour faire ce podcast. C'est vrai que la préparation du repas était beaucoup moins longue que le repas en lui-même. C'est ça. Ça a mis genre 3 secondes. Voilà. Vraiment 3 secondes. Donc bien sûr, c'est pas un repas que je fais souvent. C'est là que j'étais un petit peu rush, etc. Mais voilà, pour le week-end, là, pour vous donner un petit peu ce que j'ai prévu, donc j'ai des morceaux de porc,
sans eau là que j'ai récupéré et j'ai pris des beefsteaks qui étaient en promo à Super U. Voilà, donc ce sont mes sources de protéines que je vais manger ce week-end et je vais manger ça avec des pommes de terre très certainement. Et au niveau des légumes, j'ai acheté du chou blanc. Donc je vais faire des trucs avec du chou blanc. T'as pas fait des cuisses de poulet aussi dans la semaine? Si, ouais, exactement. J'ai fait des cuisses de poulet aussi. Donc ça, c'est vraiment un bon plan. Les cuisses de poulet, 4,99 € le kilo. Alors bien sûr, il y a de l'os, il n'y a pas que de la viande, hein, on est d'accord. Mais il n'empêche que c'est hyper rapide aussi. Vous mettez votre four à chauffer, vous mettez vos cuisses de poulet, vous mettez un petit peu d'épices dessus, vous enfournez ça pendant un certain temps. Et après, vous avez vraiment du bon poulet, et c'est autre chose que le filet ou les aiguillettes de poulet qu'on mange tous, hein, quand on n'a pas forcément le temps. Et c'est vraiment bon. J'ai accompagné ça avec des poivrons. Qu'est-ce que j'avais mangé? Des pommes de terre, hein. C'est parfait. Je les ai fait rissoler aussi à côté. C'était vraiment pépite. Et ça, c'est un repas que je me fais souvent parce que les cuisses de poulet, encore une fois, c'est pas cher et vous pouvez prendre en plus de la bonne cam. Vous n'êtes pas obligé de prendre du filet de poulet Eco Plus. Là, avec des cuisses de poulet, vous tapez facile sur de la marque ou des cuisses de poulet même bio, hein. Ouais, c'est ça. Les aliments comme ça qui coûtent pas cher, l'avantage c'est que tu peux vite prendre voilà, du bio ou de la qualité, ou du fermier, etc. Et pas le truc Eco Plus qui coûte pas si cher que ça, mais qui est pas de super qualité non plus. Donc c'est ça aussi le fait est que si tu manges que du filet de poulet, bah voilà, c'est toujours ton filet de poulet Eco Plus tout pourri que tu manges à chaque fois. Et le fait de varier un peu plus, ça te permet aussi de manger des produits de meilleure qualité. Surtout des produits que vous mangez régulièrement, faites attention à ça. Je sais que par exemple, moi tous les jours je mange des œufs, donc les œufs c'est soit des œufs du coup de la ferme, soit quand les poules pondent plus, c'est des œufs bio. Mais sinon voilà, donc ça c'est un produit que je mange régulièrement. Tous les matins aussi, j'ai du lait, donc je prends du lait pasteurisé bio aussi tous les jours. Je prends aussi du cacao en poudre 100%. Je crois qu'il n'est pas bio celui que j'ai actuellement, mais normalement il est bio. Parce que en fait ça c'est le repas, on va dire que c'est le petit déj que je fais le plus souvent. Ouais. Après pour ce qui va avec, je le varie, donc ça change. Mais encore une fois, c'est souvent des aliments de qualité, des fruits bien souvent. Mais tout ce qui, on va dire, qui est fixe, comme ça, je mets un point d'honneur quand même à avoir de la qualité. Et si toi aussi tu manges par exemple tous les jours des œufs, oriente-toi vers des œufs un peu plus chers. Ouais, exactement. Ouais. Les œufs, c'est vraiment excellent. Puis, alors, vous pouvez varier. Alors, on parlait justement de varier, cuisses de poulet, filets de poulet, bref, que sais-je. Et les œufs, c'est pareil. Vous pouvez faire des œufs au plat, à la coque, en œuf dur, mimolé, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mais ça sera toujours savoureux, ça sera toujours très bon, quoi. Mm. Et du coup, tu as donné pas mal d'idées de repas pour quelqu'un qui n'avait pas d'idées au début. Ouais, tu vois, finalement, alors que j'avais même pas réfléchi au truc. Donc, Moi, j'ai mangé de la langue quasiment toute la semaine, de la langue de bœuf. En ouais, fait, non, mais il s'est parce passé que, quelque chose aussi en début de semaine. Je suis ah oui, venu manger de la langue aussi. oui, Rémi est venu manger la langue. Eh oui. Et il y avait des frites sans huile aussi. Ah, ça c'est bon. Alors c'est une machine. Je pense que vous la connaissez, c'est cette machine où C'est le air fryer. voilà, c'est le air fryer. Voilà. Mais pourquoi en fait parce que du coup, il y avait langue de bœuf, frites de pommes de terre, frites de patates douces. Ça, c'était le repas royal. Et Mm. pourquoi? Parce que c'était l'anniversaire de ce cher monsieur. C'était Exact. l'anniversaire de Rémi. C'est vrai. C'est vrai. Putain, c'est passé en même temps tellement vite Et, que du coup, ouais, c'est et passé. on peut quand même revenir sur le cadeau exceptionnel que je t'ai fait. Rémi, qu'est-ce que je t'ai fait comme cadeau? J'en sais rien. Alors, faut dire aussi que Denis ça va encore plus loin parce que Denis me dit depuis, parce que j'ai pas eu de cadeau à Noël et j'ai pas eu de cadeau encore à mon anniversaire. Il me dit ouais, mais t'inquiète, il y a des problèmes de livraison. À mon avis, il a pas encore commandé ce trou du cul. Et là, en fait, là, j'ai vraiment son visage et vous l'avez aussi. À mon avis, c'est qu'il a vraiment rien commandé encore. Non, non, mais il y a des problèmes de douane. Voilà, c'est ça. Donc Denis n'a encore rien commandé pour C'est les, de Noël. c'est les machines Prime. Elles ont du mal à passer la douane. Je suis le pire frère. Non, en vrai, il y a vraiment quelque chose qui est en route. Il y a vraiment quelque chose qui est en route, mais ça prend un peu de temps. Mais je sais de source sûre que ça va te plaire quand tu l'auras. Ok. Mais il faut être un peu patient. Donc, de toute façon, Sois patient, René.
Soit- Voilà. celui qui a la ref. Bravo à celui qui a la ref. Encore une fois, dans les commentaires. Dans les commentaires. Et la sangle à cliquer d'ailleurs. Oh putain, Denis, on s'éparpille. On avait dit qu'on devait faire un truc récap court. Ouais, mais là, il est tard. Il Il est est tard. tard. La dernière fois, dans le dernier podcast, on avait dit qu'on ferait gagner du coup une sangle à cliquer à la personne qui commenterait le plus dans les commentaires par rapport aux différentes refs, etc. Et les fois où on avait dit de commenter. Et du coup, donc on peut dire son pseudo. La personne qui a gagné, c'est donc Black of Lift, quelque chose comme ça. Je pense qu'il se reconnaîtra. Il écoute tous les épisodes. Et en fait, le fait est que cette personne-là en particulier, on lui avait fait une dédicace dans un des épisodes du podcast qui n'avait pas fonctionné. Et du coup, en fait, ce qui s'était passé, ce qui se passe, c'est que cette personne, en fait, à chaque fois qu'elle écoute le podcast, elle met des commentaires au fur et à mesure. Elle fait comme si elle discutait avec nous. Et à chaque fois, je trouve ça génial. Et du coup, donc là, il n'y avait pas ce truc de la sangle à cliquer. Il savait pas du tout parce qu'on l'avait dit à la fin. Et il a quand même commenté comme d'habitude. Et du coup, c'était bien que ça soit lui qui gagne parce qu'il le fait à chaque fois. Et ça récompense, on va dire, un peu ça et le fait qu'il nous mette toujours des commentaires. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal que ce soit lui qui ait gagné. Et du coup, donc, je le contacterai sur Insta ou sur YouTube pour lui dire et lui envoyer. Et petite anecdote aussi, donc je mets une story comme quoi je vais poster le podcast. Il était genre 17h20, quelque chose comme ça. Et je reçois un message sur Insta de quelqu'un qui me dit oh putain, s'il te plaît, tu peux pas le poster avant. J'embauche à je sais plus quelle heure, à 18h ou 18h15. Et je pourrais pas l'écouter. Alors du coup, bah, je lui dis bah, pas de problème, je te le poste en avance, pas de souci. Donc j'ai décalé l'horaire qui était à 18h et du coup, je l'ai sorti avant, dès qu'il me l'a demandé au final. Et il a écouté le podcast. Et en fait, c'était lui, c'était Black of Lift, celui qui du coup commente à chaque fois. Et j'ai trouvé ça dingue parce que voilà, voilà, c'est les choses qui devaient être faites comme ça. Et du coup, bah écoute, c'est avec une grande fierté et avec beaucoup de plaisir qu'on va t'envoyer cette sangle à cliquer. Ça se trouve, il la veut pas du tout, hein, on sait pas. Si, il a dit envoyer Ah, la il l'a sangle à dit, il l'a cliquer. dit. Ouais, ouais, il a Ok. dit d'envoyer la sangle à cliquer. Donc pas de Bon, souci. et pour les autres qui souhaitent avoir la sangle à cliquer, sachez que j'en ai encore 10 en stock. Donc, bah voilà, à chaque podcast, on vous dira, voilà, on choisira quelqu'un au pire. Si quelqu'un est vraiment Ouais, motivé, dites-le nous en commentaire. Moi, de toute façon, les sangles, je vais pas m'en servir. Donc, autant qu'elles servent à quelqu'un. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires et on vous enverra une sangle aussi. ouais. Si vraiment il y a besoin d'une sangle à cliquer, on vous l'enverra. Alors après, il faut pas s'attendre à un truc de ouf, hein. C'est une sangle à cliquer avec une épaisseur de ruban ouais, de 2-3 cm. Ouais. Mais elle fait le taf, quoi, là. C'est une Du sangle moment à qu'elle cliquer. tient, ouais, du moment qu'elle Ouais, tient. ouais, ouais. Et on s'est éparpillé. On s'est éparpillé, c'est fou. C'est pas grave. Mais attends, on était sur les idées de recettes. Moi, j'ai une petite anecdote sur sur mon repas de midi. Donc oui, on parlait de Fanny. Oh putain, c'est brouillon, c'est pas grave. Donc j'ai mangé de la langue et il restait des frites pendant une bonne partie de la semaine. Et après, du coup, donc là, à midi, donc j'avais une purée de panais avec du coup du foie de bœuf. C'était ça, et du coup du poireau en entrée et une orange en dessert pour ceux qui veulent le repas complet. Et du coup, je fais cuire mon foie. Et, et il avait une texture qui était un peu bizarre. Je me dis, bon, bah, c'est pas grave. Il n'avait pas d'odeur, rien. Je me dis, bon, bah, tant pis. Et vu comme c'est sous vide, quand je l'achète, je me dis, bon, bah, pas de souci. Je le mets dans mon assiette, je le mets dans ma bouche. Et là, il avait un goût. Bon, j'ai dit, on va pas prendre de risque. Donc, j'ai mis mon foie de côté. J'ai regardé la date et il était du 12 mars. Ah, au Donc, dimanche dernier. ouais, donc là, j'ai compris. J'ai dit, on va pas prendre de risques. Et pourquoi je dis ça? Parce que du coup, encore une fois, ça rejoint des anecdotes. Avec Rémi, on a fait quand même pas mal d'intoxications alimentaires. Ah non, ils vont rentrer là-dedans. On a fait quand même pas mal d'intoxications alimentaires parce que du coup, souvent, on mangeait périmé, ce genre de choses. C'est pas qu'on mangeait périmé, on mangeait Leader Price. Alors Leader Price c'était très bien, alors ça n'existe plus, mais en fait on prenait vraiment le truc le moins cher possible quand on était étudiant et on prenait à chaque fois les dates courtes et même si ça dépassait d'un ou deux jours, on mangeait quand même. Ce qui Ouais, est pas forcément bien, quoi, hein, faut le c'est dire. ça.
Mais je vais vous raconter une petite anecdote de quand j'étais en sèche. Camille, tu la connais. Quand j'ai fait mon premier cut, vous savez, celui où j'avais coupé les glucides totalement, Pire erreur. pire erreur, etc. On a déjà parlé dans le premier épisode. En fait, quand j'ai omis une partie importante de ce cut, c'est que en fait, sur la toute fin de mon cut, j'ai fait une grosse intoxication alimentaire. La petite histoire, en fait, c'est qu'à l'époque, j'étais du coup donc avec une fille et elle avait organisé une soirée et du coup c'était soirée pizza, je sais plus quoi. Et elle faisait aussi de la muscu. Et ce qu'elle avait fait, c'est que du coup elle m'avait fait un repas spécial pour moi parce que j'étais en cut, etc. Donc elle avait fait cuire du poulet, du truc, du machin. Et j'arrive à la soirée et tout content, tout le monde mange ses pizzas et moi je mange le poulet et le repas qu'elle m'avait préparé. Et je sens que le repas, il a un goût. Mais je dis rien. Parce que, bon, bah voilà, elle me l'avait préparé avec amour, tout le monde était là avec ses pizzas, machin et tout. Et je me dis, bon, bah c'est parce que j'ai tellement envie de défoncer les pizzas autour de moi que c'est ça. Ça altère le goût. Ouais. C'est ça, ça altère le goût. Je me dis que c'est pas bon. Terrible histoire. Le lendemain, j'étais cloué au chiottes. J'ai passé mes 4-5 semaines suivantes. Parce que ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'étais en fin de cut. Mais vraiment, le cut devait se finir euh, après une semaine. Enfin, genre, il restait vraiment que quelques jours. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que eh bien, mon corps était très faible et la bactérie, bah voilà, elle s'est dit, oh bah parfait, je peux m'y installer tranquille ici. Et elle s'y est installée. Et je me souviens qu'avec les antibiotiques, j'avais pris beaucoup d'antibiotiques, ça m'avait totalement flingué la flore, etc. Et j'étais resté out pendant hyper longtemps. Et même derrière, quand en gros j'ai été débarrassé, vu comme ma flore était niquée, j'avais encore des gros problèmes de digestion. Et ça m'a flingué pendant pas mal de temps. Tout ça, pourquoi? Pour une histoire de poulet qui était périmé. En fait, il n'était même pas périmé, c'est qu'il était ouvert et resté dans le frigo depuis trop longtemps. Ouais. Mais la date n'était pas passée. Et au final, tu vois, si tu sens que ça a un goût, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça, ils sentent que c'est un petit goût, hop, tu mets des épices, il n'y a plus de goût. Ah mais ça marche pas. C'est un peu... Alors nous, on est passé par là. On en a fait plusieurs des intoxications. Alors on a été très cons quand on était étudiant. Mais en même temps, voilà, petit budget, on faisait au mieux. Mais ouais, si c'était à refaire, évidemment qu'on ne le ferait pas. Des fois, enfin, je veux dire, on ne le faisait pas exprès de manger de la viande qui était un peu passée. C'est juste qu'on jugeait que ça sentait pas trop, que ça faisandait pas trop. On disait ça. Ça faisande pas trop. Donc ça peut se manger. Et puis finalement, on se rendait compte que le lendemain, on avait la turbo gastro. Et puis voilà, quoi. Ouais, parfois, ça durait longtemps, hein. Non, mais c'est vrai, c'est mettre des épices en fait sur ton plat qui a un goût qui est pas bon pour masquer qu'il est périmé. C'est un peu le même principe que tu sais quand ta voiture elle fait un bruit et que tu mets la radio plus fort pour pas l'entendre. C'est exactement, On c'est a tous exactement le cette principe. image. Ah ouais, tu sais, t'as le moteur. Non, mais c'est que ça me le faisait avant pas mal sur ma voiture, la fameuse 106 qui prenait feu. Dès que j'entendais un bruit chelou, je mettais la radio. Et puis, ça a marché. Et puis un jour, l'autoradio a rendu l'âme. Et puis, je me retrouvais avec un concert sous le moteur. Et puis, on sait très bien comment ça a fini. La voiture a failli me tuer. Ah, putain, Donc, et les gens, à force de nous écouter, ils vont nous dire, mais ils sont limités, ces deux gars-là, c'est pas possible, hein. C'est- c'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que tout le monde doit avoir des histoires comme ça. On ne doit pas être les seuls. Ouais. Rassurez-nous un peu dans les Ah bah, commentaires. Tiens. bah justement, j'ai reçu un message aujourd'hui, un gars qui me disait, quand je vous écoute, j'ai l'impression de faire partie de votre famille parce qu'il m'arrive à peu près les mêmes choses. Ouais, Donc voilà, ça, on n'est pas seul. On n'est pas voilà, donc seul. ça m'a fait extrêmement rire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des petites anecdotes comme ça. Et pour finir avec l'anecdote, ceux qui se demandent, bien sûr, ça a été un motif de rupture, de niquer la fin de ma sèche, d'essayer de m'empoisonner. Et donc voilà. Non, parce que je vois déjà les commentaires. Oui, motif de rupture. Effectivement, motif de rupture. Donc, donc ça, c'était pour la petite anecdote. Et à midi, comment j'ai fait avec mon foie? Eh bien, tout simplement, je ne l'ai pas mangé. Et j'ai toujours, on va dire, dans le frigo, des tranches de jambon, quelque chose comme ça, qui traînent, des boîtes de thon aussi dans le placard. Et en fait, c'est des trucs voilà, très rapides. Quand vraiment tu as une galère, quand tu as un truc comme ça, là j'avais des rendez-vous, je ne pouvais pas me permettre de faire cuire autre chose. Et puis mon truc c'était prévu comme ça, mon repas était prévu comme ça. Donc, et puis ça fitait mes macros, parce que du coup, le jambon,
c'est quelque chose qui n'est pas forcément gras, du coup ça a bien remplacé. Et voilà. Et sinon, je pense que pour les idées de repas, et faites attention avec la petite morale, c'est ça. Faites attention à ne pas manger des aliments trop périmés. Et je pense que ça clôture bien notre retour sur les Faites différents preuve repas. de bon sens, lisez les étiquettes. La Quand- liste des ingrédients, tiens, comme ça on fait un petit lien avec le précédent Oui, podcast. mais il y en a qui vont dire oui, mais parfois quand c'est fermenté, c'est meilleur. Non. Non, non, De toute façon, arrêtez. on vous en donnera à chaque podcast des idées de repas, de ce qu'on mange, comme ça pourra vous inspirer un petit peu. Après, on n'est pas des grands cuistots, mais voilà, au moins vous donner des petites astuces, des petits tips. Tu sais, j'ai la vidéo du Palmacho où le mec il dit j'aime quand c'est périmé. Quand c'est congelé, ou quand c'est cru, ça c'est du piment d'Espelette. J'aime le piment d'Espelette. Non mais regardez, Monsieur Côte de Porc dévore tout. Rémi, il Je la les ai connaît toutes, les par refs, cœur. je les ai toutes. Rémi la connaît par cœur. Je pense qu'on peut enchaîner. J'ai une autre anecdote qui me vient, mais je la raconterai dans un autre podcast. Parce que pour celui-là, ça fait déjà beaucoup d'anecdotes et on n'a pas encore commencé les questions. Oui, Après, il y a des allez, gens qui place vont aux nous questions. dire, il y a des gens qui vont nous dire, oui, les retours sur vos semaines, c'est un peu long. C'est vrai. Promis, on fait des efforts. C'est vrai que des fois, on a des choses à dire, donc on les dit. Des fois, les récaps seront plus courts. Donc voilà, ça va fluctuer. Ça dérive toujours un peu de toute façon. Je propose qu'on commence avec du coup donc la fréquence d'entraînement optimale, parce qu'on a déjà un peu effleuré le sujet la dernière fois. Et au final, est-ce qu'il vaut mieux entraîner un muscle une fois, deux fois, trois fois, et quelle est au final la meilleure fréquence d'entraînement? Je te laisse commencer, Rémi. Oui, alors c'est vrai que la dernière fois, on avait abordé que la fréquence d'entraînement, elle était avant tout personnelle, qu'elle devait correspondre à vos besoins et aussi à votre emploi du temps. Si vous pouviez vous entraîner que une, deux, trois, quatre, cinq fois, bah, du coup, ça allait inférer, enfin, ça allait automatiquement euh, bah, agencer, on va dire, votre semaine d'entraînement avec cette fréquence, enfin, cette fréquence une fois, deux fois, trois fois. Et du coup, on voulait reprendre un petit peu ça avec vous pour essayer d'étayer un peu mieux ce qu'on avait dit sur voilà, à fréquence égale, volume égal. Et donc, du coup, ce qu'on voulait vous dire, c'est que effectivement, si vous aimez et que vous souhaitez fréquencer j'allais dire repas, vos entraînements, et que vous voulez du coup mettre un peu plus de volume sur un groupe musculaire, il est intéressant de le diversifier sur enfin de l'échelonner plutôt sur votre séance pour ainsi du coup répartir au mieux ce volume. J'avais présenté la semaine dernière eh ben, un petit peu mon programme. Alors, il avait été un peu brouillon parce que j'étais fatigué, mais j'avais quand même expliqué que j'avais deux séances push à la semaine qui étaient bah, systématiquement le mardi et le samedi. Et du coup, ça me permettait d'avoir une double fréquence sur ces zones-là, donc les épaules en priorité et les triceps, qui sont pour moi deux éléments que je souhaite mettre en avant dans mon programme. Et donc, du coup, je fais le choix d'avoir à chaque fois une double fréquence sur ces deux zones musculaires afin d'avoir voilà, du volume dessus, une récupération aussi adaptée et du coup, bah, une intensité aussi qui est un peu meilleure puisque du coup, je vais exploiter différents exercices et du coup, me rapprocher à chaque fois de cet échec musculaire sur chacune de ces séances avec des exercices différents. Donc, ça m'évite de me lasser, ça multiplie les angles de travail, les machines, etc. Et du coup, bah, je prends plus de plaisir aussi à le faire. Donc voilà, d'où l'intérêt de choisir pourquoi on fait une, deux, trois fréquences sur un groupe musculaire. C'est de le justifier et de savoir si on aime faire ça ou non. Dans nos suivis également, en fonction de ce que la personne souhaite mettre en avant dans son programme, on peut également choisir une double fréquence, une triple fréquence même parfois, pour certaines zones musculaires qui ont besoin d'être mises en avant, puisque comme on l'a dit, on se base sur la morphologie des individus qu'on accompagne, mais aussi des envies et des besoins voilà, qu'on va regarder, enfin qu'on va observer chez le suivi. Et donc, du coup, nous, naturellement, on va proposer des programmes d'entraînement en fonction de la personne, en fonction de ses contraintes, de son emploi du temps. Et du coup, bah, voilà, la personne pourra se retrouver avec une fréquence sur un groupe musculaire, mais parfois deux, parfois trois. Et cela dépendra d'une personne ou d'une autre. Dernier petit point. Quand on choisit d'augmenter la fréquence sur certains groupes musculaires, ça va être aussi au détriment d'un autre groupe musculaire. Puisque si vous en doutez, sur mes deux séances push,
je mets l'accent sur mes épaules et mes triceps, mais quand même, les séances push, elles sont également composées d'exercices pour les pectoraux. Sur les exercices pectoraux, c'est pas quelque chose que je souhaite mettre en avant, donc du coup, le volume que j'accorde au pec, eh bien, il est plus bas que mes épaules et mes triceps. De cette façon, je vais avoir du coup une récupération adaptée à ce que je souhaite travailler et surtout, je vais mettre l'accent sur ce que je vais mettre en priorité. Donc, je hiérarchise quelque part ce que je veux mettre dans mon programme et aussi dans les programmes pour faire le lien avec ceux de mes suivis quand ils me demandent de faire un focus, par exemple, sur un élément ou que moi, j'estime qu'il y a besoin de faire un focus sur une partie. Alors là, tu t'es un peu parti large, on n'était vraiment que sur la fréquence. Toi, par contre, de ce que tu as dit de la fréquence, au final, vu comme tu veux mettre l'accent sur, par exemple, tes séances push, tu choisis du coup d'avoir une fréquence plus importante sur ces séances push, enfin sur ces séances-là. Donc pour toi, en fait, c'est mieux d'avoir une fréquence x2, par exemple, pour travailler un muscle qu'une fréquence x1. C'est ça? Voilà, exactement, c'est ça. Je juge que je suis plus efficace en doublant mes séances push. Ok. Tu vois, ça on va pas être d'accord là-dessus parce que c'est un point du coup qui est assez intéressant. Et en fait, ce qui s'est passé la dernière fois quand j'ai parlé de ça, c'est que ça fait pas mal réagir dans les commentaires, que ce soit sur Insta. Il y a même certaines personnes qui en ont fait des stories dans les commentaires, etc. Et en fait, il y avait un peu deux écoles. L'école du faire deux fois, par exemple, le même muscle, c'est forcément mieux. Et d'autres qui disaient, bah, une fois, c'est forcément mieux. Et toi, du coup, tu serais plus dans l'école du deux fois, c'est forcément mieux. Non, absolument pas. J'ai pas dit ça. J'ai dit que effectivement, pour les séances push, oui, j'aimais bien répartir sur 2 entraînements, mais j'ai pas parlé de mes entraînements pull ou de mes entraînements legs, où justement, je trouve que c'est bien la façon dont je m'entraîne en fréquence 1 ou en fréquence 2, ça dépend des semaines. C'est vraiment un choix qui est personnel et qui, du coup, est justifié par ma récupération et, on va dire, ma façon de m'entraîner aussi. Ok. On va faire du coup un peu on va décortiquer un peu tout ça en exposant un peu les différents éléments parce que du coup donc là il y avait vraiment deux catégories distinctes qui s'opposaient et c'était vraiment un peu la guerre. En fait, l'argument principal des personnes qui disaient que bah, plus de fréquence c'était mieux, c'était tout simplement que eh bien, tu pouvais déjà donc faire accumuler un volume plus important sur un muscle plus facilement. Et en plus de ça, tu étais plus frais. C'est-à-dire qu'à volume égal, tu étais plus frais. Imaginons en fréquence x1, tu fais 4 exos pour les pecs le lundi, imaginons. Quand tu arrives sur ton dernier, tu es un peu cramé. Alors que si tu es en fréquence x2, si par exemple tu fais 2 exos le lundi, bah, sur ton deuxième, tu as encore pas mal de jus. Et si du coup tu mets le jeudi, eh bien, quand tu arrives le jeudi, tu fais pareil ton premier et ton deuxième exo et tu as plus d'énergie en fait pour faire tes exos que si tu fais tout sur la même séance. Et à l'opposé, en fait, on avait la team du fréquence x1 qui disait plutôt ouais, mais si par exemple je fais mes pecs le lundi, eh bien ils ont toute la semaine pour récupérer, ce qui fait que je peux vraiment y aller comme un bourrin. Et je suis sûr que voilà, le lundi prochain, j'aurai récupéré et je pourrai tabasser ça à nouveau, etc. Alors qu'en fréquence x2, bah, si je tambourine un peu trop fort, par exemple, eh bien, je pourrais peut-être ne pas suffisamment récupérer, accumuler des douleurs aussi au niveau des épaules, etc. Et c'est vrai que eh bien, les deux arguments se tiennent, enfin les deux teams ont raison. Et au final, alors, il y avait un dernier groupe de personnes qui disaient oui, mais les études scientifiques ont montré que fréquence x2, c'était mieux que fréquence x1. Alors, Ouais. oui, sauf que le problème de ces études, c'est que le volume n'était pas le même. Par exemple, dans le groupe qui faisait une fois, ce qui se passait, c'est que, bah, par exemple, il faisait 4 exos pour les pecs, et dans le groupe qui faisait 2 fois, eh bien, par exemple, il faisait 2 fois 3 exercices ou 2 fois 4 exercices, je me souviens plus des études. Et du coup, bah, le volume n'était pas le même. Et forcément, avec un volume plus important, eh bien, les gains musculaires étaient plus importants aussi. Mais à volume égal, si tu fais autant de séries, autant de répétitions, eh bien, ce qui va se passer, c'est que tes résultats, que tu les fasses sur une séance, 2 séances, même voire 3 ou 4 séances, eh bien, ça sera la même chose. Par contre,
qu'est-ce qui va être le mieux pour toi? Parce que c'est ça qui est intéressant. Est-ce qu'il vaut mieux rester en fréquence x1 ou en fréquence x2, etc. Bien, encore une fois, on va prendre des exemples un peu extrêmes. Et c'est là où va venir mon anecdote de l'explication aussi de mon programme d'entraînement. La dernière fois, j'ai dit que je m'entraînais un peu en fonction de ce qu'il y avait récupéré. Et c'est vrai parce que du coup, moi, je me mets des grosses races et du coup, ça prend du temps à récupérer. Exemple, la semaine dernière, j'ai fait les jambes. C'était ma séance jambes focus quadriceps. Donc, ma séance jambes focus quadriceps, elle commence avec du coup donc un superset mollet abdos. Ensuite, j'ai du leg curl assis, du hack squat et je finis du coup avec un drop set mécanique 6 squat, leg extension 6 squat press. Donc ça, c'est une séance, elle me défonce la tronche. Et je sais qu'il me faut toujours plusieurs jours pour récupérer. Et j'avais que 2 sets au leg curl assis. Et ben, je peux vous dire que j'ai dû attendre le samedi pour avoir suffisamment récupéré des ischios pour pouvoir faire ma séance, parce que ma deuxième séance jambes, c'est une séance qui est focus ischio. Et quand j'ai quand même les quads qui interviennent sur certains de mes exos que je fais sur ma deuxième séance, et mes quads, eux, n'avaient pas récupéré. Donc, imaginez que si, par exemple, dans ce cas-là, si j'avais été en fréquence x1, en ayant fait les jambes le lundi, j'étais sûr de récupérer suffisamment si je les avais refait, par exemple, le lundi. Là, c'était sûr que j'avais suffisamment récupéré. Si j'avais été en fréquence x2, comment je fais? Là, je suis mort. En plus, j'ai fait qu'un exo pour les ischios et ils ont mis 2 séries, un exo, et ils ont mis vachement de temps à récupérer. Donc, à ce moment-là, moi, dans mon cas, être en fréquence x2, c'est impossible. C'est impossible et ça ne fonctionnera pas. Ça va conduire à des blessures et à un manque de progression. Être en fréquence x1, par exemple, eh bien, ça m'irait mieux. Encore une fois, tout le monde ne s'entraîne pas avec la même intensité que moi. Et si par exemple ton intensité est plus faible, eh bien tu vas récupérer aussi plus rapidement. On va prendre un autre exemple. Quand il y a eu le confinement et qu'on est rentré chez nos parents, le premier programme d'entraînement qu'on a fait avec Rémi, c'était un full body, exact, ouais. Tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on avait, on n'avait pas beaucoup de poids, on n'avait pas beaucoup de matériel au début, on n'avait pas construit encore toutes les machines, etc. Ce qui fait que, en fait, pour avoir une stimulation musculaire efficace, c'était très dur au final d'avoir de l'intensité. Du coup, on a pallié le manque d'intensité avec un peu plus de volume qu'on répartissait chaque jour. C'est vrai. Et du coup, à ce moment-là, c'était ce qu'il y avait de mieux pour nous. Donc, au final, qu'est-ce qui va être le mieux pour toi en termes de fréquence? Eh bien, la vérité, c'est que ça va dépendre de tes capacités de récupération et de tes niveaux de récupération. Et ta capacité surtout à aller à l'échec musculaire, c'est ta proximité qui va tout déterminer, ouais. Ouais, mais si tu vas pas à l'échec musculaire, je veux dire, tu vas récupérer plus rapidement. Oui. Donc, in fine, la récup. Donc c'est ça, c'est vraiment la récupération qui est le paramètre le plus important. Et effectivement, si tu récupères suffisamment, tu peux te permettre de faire, par exemple, pec le lundi, pec le jeudi, deux exos à chaque fois. Et c'est sûr que là, tu seras bien sur du coup les 2 exos que tu feras par séance. C'est vrai. Mais par contre, si tu mets un peu plus d'intensité maintenant, ça vaudra peut-être le coup d'espacer et peut-être que tu seras plus sur une fréquence x2, mais peut-être sur une fréquence x1, parce que en fait, c'est tes capacités de récupération qui vont te dicter ce que tu dois faire en termes de fréquence. Exactement. Ouais. Et c'est ça le plus important. Et je pense que c'est ça aussi qui a du mal à être compris. Après, de toute façon, quand tu as vraiment un niveau qui est très haut, en fait, tu comprends vite que il ne faut pas que tu t'entraînes sur une répartition à la semaine. Quand tu as vraiment un niveau très très avancé, tu ne t'entraînes plus sur une répartition à la semaine, parce qu'en fait, s'entraîner sur une répartition à la semaine, c'est s'entraîner en fait avec des contraintes et un handicap en termes de récupération. Parce que ça veut dire que tu dois forcément faire ta séance le jour même, que tu es suffisamment récupéré ou pas, et quand tu vas vraiment proche de l'échec et que tu es obligé de t'entraîner avec une grosse intensité, ta récupération, c'est ce qui compte le plus. Et en termes de balance bénéfice-risque, tu as plus de risques que de bénéfices à t'entraîner sur du coup des jours qui sont imposés. Donc on va dire que quand tu commences vraiment à avoir un niveau élevé, tu peux plus te permettre de faire ça. Mais encore une fois, c'est vraiment une toute
petite minorité de personnes, et encore une fois, parmi toutes les personnes qui écoutent le podcast, je pense qu'il y aura vraiment que très peu de personnes qui seront concernées par ça. Mais encore une fois, ton niveau actuel, c'est pas le niveau que tu auras demain, et forcément, au bout d'un moment, toi-même, tu t'en rendras compte que, au bout d'un moment, il vaut mieux prendre un jour de repos et décaler sa séance au lendemain que du coup la faire absolument aujourd'hui et prendre le risque de se blesser tout simplement. Donc je pense que voilà, la question de la fréquence d'entraînement optimale, il n'y a pas réellement de fréquence optimale que tout le monde va faire. Certains diront oui, fais-le en x2, fais-le en x3, etc. Non, tout dépend de tes capacités de récupération. Et après, derrière, tu adaptes en fonction de toi. Mais encore une fois, voilà, la plupart des personnes peuvent faire une fréquence x2, voire une fréquence x3 sans aucun problème. Parce que mettre vraiment beaucoup d'intensité, c'est quelque chose de compliqué. Et par exemple, encore une fois, là, j'ai pris ma séance cuisse qui m'avait explosé, mais sur cette séance cuisse, j'avais vraiment poussé l'intensité plus que d'habitude. Quand tu vois que le casque qui vole à chaque fin de série, c'est que oui, j'avais fait une très très bonne séance. Et du coup, forcément, je l'ai payé après en termes de récupération. Alors les gens vont me dire, oui, mais pourquoi tu t'entraînes pas avec des RIR ou avec moins d'intensité pour récupérer plus vite, etc. En fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu as un logbook, que tu as un chiffre à battre, tu es obligé d'aller dans des intensités extrêmes. Enfin, je veux dire, quand tu sais que tu as, je sais pas, au hack squat, tu as fait 5 fois 5 PPS la semaine dernière et que c'était dur, tu sais déjà que ça va être très dur cette semaine, mais qu'il faut que tu fasses mieux. Donc, c'est sûr que ça te pousse à aller dans des intensités extrêmes. Et si tu cherches toujours à faire mieux, il y a forcément un moment où tu te rapproches de plus en plus de l'échec. Et c'est sûr que tes capacités de récupération, enfin tes niveaux de récupération, ils diminuent progressivement. Donc, garder des répétitions de réserve, parfois, c'est pas possible parce que garder des répétitions de réserve, c'est aussi accepter de ne pas progresser. C'était important qu'on apporte cette nuance, effectivement, que avant tout, c'est vraiment en fonction de chaque individu. Vraiment, c'est le mot d'ordre et ça vaut pour absolument tout dans un programme, dans une nutrition, etc. Le mot personnalisation pour chaque individu, ça prend vraiment tout son sens, surtout quand on évolue dans sa pratique. De toute façon, c'est souvent comme ça. Hein. Moi, je le vois bien pour les suivis que j'ai vraiment suivis depuis plus d'un an maintenant. C'est toujours la même chose. On commence, le premier programme, en général, il a toujours un volume d'entraînement qui est élevé. Ouais. On est sur du 4 séries par exo, ce genre de choses. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le programme, en général, il y a toujours le volume qui diminue. On passe à 3, puis 2 séries. Et après, c'est la répartition à ce moment-là qui change et on se met à mettre plus de jours de repos, tout simplement. Parce que plus l'intensité augmente, plus le niveau de la personne augmente et plus du coup, on est obligé de prendre des jours de repos. Et au final, en fait, le coaching, c'est quoi? Le coaching, c'est un accélérateur de progression, tout simplement. Donc, ce qui fait que en une année, tu passes vraiment tu peux passer d'un niveau débutant à un niveau très expérimenté au final et te rendre compte de ces changements toi-même au vu de ton programme. Exactement. Donc, alors, c'est vrai qu'on dit toujours qu'un programme ne doit pas bouger. On va dire dans le fond, on va dire sur les exercices de fond, les angles que vous allez travailler, les fameux patterns. Mais évidemment qu'on va, que ce soit Denis ou moi, proposer à nos suivis de faire évoluer la forme du programme et après de diluer pour essayer d'améliorer au mieux les facteurs de récupération. Oui, c'est ça. En fait, ce qui ne change pas dans un programme, je pense, c'est la structure. Voilà. Le reste, ça va forcément changer. En fait, qu'est-ce que j'appelle la structure? Eh bien, par exemple, la structure d'une séance pool, ça va être tout simplement de avoir des mouvements pour tout ce qui va être trapèze rhomboïde, tout ce qui va être partie iliaque du grand dorsal, partie thoracique, mettre des mouvements qui vont travailler en position étirée, des mouvements qui vont travailler en position raccourcie, etc. Tout ça, en fait, ça va faire partie de la structure. Et en fait, c'est un peu comme si tu avais des cases à cocher. Et un bon programme, c'est un programme qui coche toutes les cases, tout simplement. Mais par contre, c'est sûr que il y a plein de mouvements qui peuvent être intervertis. Et tu vois, tu peux par exemple faire, je sais pas, un mouvement qui va travailler un peu plus dans une position étirée, mais la position iliaque du grand dorsal, et après, du coup, un mouvement qui va travailler dans une position raccourcie, mais du coup, un peu plus la partie thoracique du grand dorsal, et tu peux changer après pour faire l'inverse.
et tu changes les exos, tu changes un peu les choses, mais tu coches toujours tes cases et ça fonctionne. Donc au final, la structure ne change pas, c'est juste effectivement les exos qui peuvent changer, le nombre de séries qui peut changer, Le nombre de etc. séries et surtout, oui. Mais de toute façon, en fait, un bon programme, c'est un programme en fait qui a une stratégie et qui a une stratégie lisible. Souvent, c'est ce que je dis. En ce moment, je fais pas mal d'analyse morpho, du coup, donc avec des programmes où j'explique en vidéo. Donc, tu as en fait l'explication de ton programme en fonction de ta morphologie. Et effectivement, en fait, je fais l'analyse morpho avant et après, je fais l'explication. Et en fait, l'explication, j'ai même pas besoin de la faire. En fait, je dis les noms des exos, à quoi ils servent, et tout de suite, en fait, c'est très facile de faire les liens. Et tu vois tout de suite, en fait, la stratégie derrière le programme pour, voilà, derrière toute l'adaptation tout simplement du programme. C'est exactement ça. Ouais. On s'est éparpillé là un peu, mon frère. Non, parce que c'était important. C'était important. Je pense qu'on aborde des exemples concrets et qu'on montre aussi ce qu'il doit y avoir dans un programme et surtout que quand l'intensité augmente, eh bien, le volume doit changer et la répartition, la fréquence, tout ça, ce sont aussi des questions qui en découlent naturellement. Mais je pense que de toute façon, toutes nos apartés sont importantes. Comme tout à l'heure, quand on expliquait la turbochiasse à cause des aliments périmés, ça c'était une aparté importante. On peut passer du coup sur la deuxième question, mon frère. C'est une question qui est hyper intéressante. Ouais. Avoir des douleurs en musculation, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est forcément signe qu'il y a un problème? Très intéressante, effectivement, comme question, puisque il y a la fameuse douleur qui t'empêche de t'entraîner et il y a la petite gêne occasionnelle qui peut venir parasiter un petit peu ta séance, mais qui va pas t'empêcher de t'entraîner. Et ça, je pense que le plus dur, ça va être de discerner ce qui est vraiment la gêne qui va t'emmerder pendant toute ta séance, voire même plus, et qui va vraiment s'installer sur ton corps. Et la petite gêne pénigne, on va dire, qui est juste là pour sentir que tu as un petit truc, mais rien de méchant, quoi. Donc, je sais pas comment on peut appeler ça, peut-être la bobologie. C'est vrai que c'est un terme que j'aime bien utiliser pour expliquer que ben, faut s'écouter, et ça, je pense qu'on avait déjà parlé dans un précédent podcast. Il faut s'écouter, mais des fois, il faut aussi ne pas trop s'écouter. C'est là où c'est le plus dur. Et quand on s'entraîne, et je vais prendre mon cas, il m'arrive parfois d'avoir passé une mauvaise journée, d'avoir eu une mauvaise nuit et d'arriver le jour de ma séance un peu fatigué, un peu dans le gaz, et puis avoir une petite gêne quelconque au coude, à l'épaule, sur un muscle qui tire un peu plus à l'échauffement, etc. Mais pour autant, je me dis que, parce que je me connais, je me dis que ce ne sont pas des gènes ou des douleurs, enfin, je ne sais pas comment on pourrait qualifier ça, mais qui vont venir m'empêcher de m'entraîner. Donc, euh, pour vraiment catégoriser une douleur, je pense que il va falloir faire preuve encore une fois de bon sens, je le dis à chaque fois, mais une douleur, une vraie douleur, c'est quelque chose qui va vous empêcher concrètement de faire un mouvement et vous savez qu'elle va s'installer et qu'elle va durer voilà, sur le temps et que du coup, ce ne sera pas juste éphémère, quoi. Elle ne va pas disparaître juste à la fin de votre séance, etc. C'est une douleur qui va s'installer et qui va du coup être récurrente. Et là, va falloir vraiment du coup stopper la séance et voir concrètement ce qu'il faut faire pour la faire disparaître. Alors, moi, je vais quand même apporter pas mal de nuances. Parce que toi, tu dis oui, si c'est une grosse douleur, tu t'entraînes pas. Si c'est une petite douleur, en gros, c'est normal. Bah ouais, mais c'est difficile de classifier. Alors, avec Rémi, c'est vrai que parfois, on s'entraîne sur certaines de nos douleurs. Est-ce que je te conseille de le faire, toi qui écoutes le podcast? Non. En fait, même si parfois tu as un petit truc, il vaut mieux pas forcément toujours prendre de risques. Si, je sais pas, tu as une petite gêne au trapèze, et que tu fais une séance push par exemple, ça va pas être forcément trop problématique. Si par contre tu as une séance dos, bah là ça peut peut-être poser plus de problème, tu vois. Donc après, voilà, en fonction de là où elle est située, ta douleur, si tu as mal au genou, bah, par exemple tu peux skipper les jambes et remplacer par une séance push. Ça peut le faire. Mais par contre, voilà, quand je dis que tu peux t'entraîner, il faut quand même le faire intelligemment. Il y a certaines personnes qui vont avoir mal aux genoux qui vont quand même faire les jambes. Là c'est un peu plus compliqué, quoi, c'est un peu plus délicat. Donc, quand on parle des adaptations de l'entraînement, c'est surtout ça. Ne pas s'entraîner sur la douleur. Mais voilà, tu peux avoir une douleur et quand même t'entraîner. Si tu as mal au biceps, bah, tu peux faire les mollets, c'est ça que je veux dire. Mais par contre, si tu sens que tu as une douleur et que c'est sur ta séance et que ça va te gêner,
Si par exemple tu as mal au coude, il ne faut pas faire des mouvements pour les triceps ou les biceps, par exemple, même si c'est ta séance du jour qui est programmée. Donc fais bien attention à ça, et c'est pour ça que cette nuance est importante. Nous, avec Rémi, effectivement, on s'entraîne sur de la douleur, c'est ce que je disais précédemment, mais on le fait intelligemment, parce qu'on arrive à savoir déjà si c'est grave ou pas, par rapport à notre expérience qu'on a eue. En plus, à ça s'ajoute l'expérience des suivis, mais c'est pas pour ça qu'on prend quand même le risque de faire une séance dessus, surtout si la douleur risque d'être augmentée dans la séance. Donc déjà, faites attention à ça. Après, là où je pense que Rémi veut dire, oui, douleur, parfois il ne faut pas forcément s'écouter. C'est vrai que je connais beaucoup de personnes qui, par exemple, vont avoir des courbatures, mais vraiment très légères, et vont dire, bon, voilà, je ne veux pas m'entraîner. Si tu as encore des courbatures, par exemple, au pec, que tu as fait les pecs il y a 7 jours, il n'y a aucun problème, par exemple, pour refaire les pectoraux. Ah, c'est l'instant chat, comme d'habitude. Rémi, j'ai une question. Je le savais. Il est encore en calbar. Il est encore en calbar, c'est pas possible. Allez, stop, on enchaîne, Denis. Allez, t'étais bien lancé. Putain, mais à chaque fois. Merci le chat de nous montrer ça. À chaque fois, cette pépite. Mais je sais plus ce que je disais. Mais oui, du coup, donc fais attention à tes blessures. Et si du coup, donc tu as une petite gêne, genre si c'est des courbatures d'il y a 7 jours et qu'elles sont encore un peu présentes, mais très légèrement, tu peux par exemple t'entraîner. Il y a certaines personnes qui parfois ont mal à la tête, ne vont pas s'entraîner alors que c'est un tout petit mal de tête. C'est pas ça qui va forcément trop les gêner. Il y a voilà. En fait, il y a les personnes, encore une fois, il y a deux catégories de personnes. Il y a celles qui vont trop s'écouter, genre, je sais pas, elles vont avoir un rhume, c'est la fin du monde, tu vois. Tu sais, c'est le fameux tiroir à excuses. Et c'est souvent, je sais pas, tu as un entraînement jambes, t'as pas forcément envie de le faire. Tu vas tirer ton grand tiroir comme ça. Tu vas dire, alors, qu'est-ce que je peux trouver comme excuse? Tiens, celle-ci. Ah putain, j'ai le genou qui tire. Merde, je vais pas pouvoir m'entraîner. Fait chier. Allez hop, rangez, pas de séance de jambes. On passe. Et Allez, on va faire les pecs. effectivement, donc il y a les personnes qui vont trop s'écouter, comme ça, avec le tiroir à excuses, et il y a les personnes qui vont pas s'écouter, celles qui vont avoir des tendinites à chaque épaule, au coude, partout, enfin, qui vont avoir des douleurs partout, et qui vont faire les pecs 3 fois par semaine, et qui Ouais, vont charger comme des burins. Donc, effectivement, voilà, il faut aussi trouver le juste milieu. Quand tu as une douleur que tu as du mal à l'identifier, etc., ne prends pas de risque. Si voilà, même si tu arrives à l'identifier, joue toujours la carte de la sécurité. Pars du principe que voilà, fais cette balance bénéfice-risque. Moi, je ne vais pas te mentir, hein, toutes les fois où mes blessures se sont aggravées, c'est que j'ai fait le con et je n'ai pas écouté. Moi, c'est pas le tiroir à excuses que j'ai, c'est le tiroir à blessures. Et je peux te dire que j'en ai un sacré paquet. Et pourquoi j'en ai autant? Parce que j'ai été con, hein, tout simplement. Hein. On va pas se le mentir. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est tout simplement que tu ne refasses pas les mêmes conneries que moi. Donc, écoute-toi, mais écoute-toi pas trop quand même. c'est le meilleur conseil que je pourrais te donner. Ouais, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est ça. Il faut savoir s'écouter, mais pas trop. C'est typiquement ça. Alors, pour en revenir à la personne qui, par exemple, a une douleur aux épaules, une petite anecdote où tout à l'heure, à la salle de sport, une personne me disait, bah, je fais du pec deck parce que c'est un exercice où j'ai pas trop mal à l'épaule. Mais tu vois, déjà, si tu fais un exercice où t'as pas trop mal, ben, tu vois, c'est que tu forces un peu les choses. Et tu sais que c'est une douleur qui va être récurrente parce que tu fais des exercices qui vont stimuler la douleur et c'est pas bon. Vraiment, il faut pas fonctionner comme ça. Si c'est un exercice qui te fait mal, ne le fais pas. Je veux dire, il n'y a pas plus simple. Trouve, comme disait Denis, un autre groupe musculaire ou même un autre exercice qui te fait pas mal. Point. Et c'est tout. Et ça sera bien mieux. Voilà, comme Denis l'a dit, on a eu des blessures. Bon, j'en ai eu, c'est vrai, un peu moins, mais j'en ai eu une belle. J'ai eu un gros syndrome fémoro-patellaire au niveau du genou gauche, mais j'ai forcé dessus pendant un moment, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est aggravé. Et du coup, après, bah, la réathlétisation que j'ai dû faire derrière, eh bien, au lieu qu'elle dure, je sais pas, 2 mois, 3 mois, eh ben, elle a duré le double. Parce que j'avais vraiment trop tiré sur la corde, et encore, c'était il y a un petit moment, donc on va dire que on est dans la fleur de l'âge, quoi. Je veux dire, on n'est pas, voilà,
tout cassé par le temps, par la vie, etc. On est jeune, on récupère bien, on mange bien, etc. Mais il a fallu quand même beaucoup plus de temps que ce qui était prévu pour un protocole, on va dire, de réathlétisation pour un syndrome fémoro-patellaire. Donc, il faut vraiment faire attention et se dire que si on a une douleur, eh bien, il faut comprendre cette douleur et essayer de travailler dessus ou autour sans la stimuler ou comprendre comment la résoudre. Mais n'insistez surtout pas. Après, je pense que la question, c'était pas réellement dans ce sens-là qu'elle a été tournée. Ah Je pense que merde, à tu vois, chaque fois on les comprend pas à chaque fois les questions. c'est que en fait, je t'ai lancé et après j'ai répondu par rapport à ce que tu avais dit. Mais je pense que sa question, c'était douleur en musculation, c'est normal ou forcément signe d'un problème. Dans le sens où moi je la comprends en mode. Alors j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit. Par exemple, le mec fait son développé couché et à chaque fois qu'il fait son développé couché, par exemple, il a mal aux épaules. Est-ce que c'est normal? Ah C'est ok. ça que je la comprends. Et sinon, autre La chose. douleur musculaire en gros, genre la douleur liée à l'intensité quoi. T'as les quadriceps qui sont en feu parce que t'as enchaîné une série au hack squat. Est-ce que ça c'est une douleur? Alors, c'est pas comme ça que je l'ai compris, Ah mais ouais. je vais aller au bout de mon deuxième exemple. La deuxième chose, du coup, c'est par exemple, tu fais du squat, sur le coup, t'as rien, mais le lendemain, tu as mal au dos. Ah ok. Est-ce que c'est normal? Mais Ok. c'est intéressant, on pourra développer aussi le point que tu as dit après. Alors, ça va aller assez vite par rapport à moi, comment j'ai compris la question. Si par exemple, à chaque fois que tu fais ton développé couché, tu as mal aux épaules, euh, c'est pas normal. C'est que quelque chose ne va pas. Donc, non, c'est pas normal. C'est que quelque chose ne va pas. Donc, il faut soit que tu modifies ton mouvement. C'est souvent, par exemple, un problème d'exécution. Et si c'est pas un problème d'exécution, c'est tout simplement que l'exercice n'est pas adapté à toi, à ta morphologie. Et du coup, il faut tout simplement que tu changes d'exercice. Tu as plein d'exercices disponibles aujourd'hui. Alors, honnêtement, ne fais pas ceux qui te provoquent des douleurs. Donc, c'est ça le truc. Il n'y a pas d'exercice obligatoire. S'il y en a un qui te provoque des douleurs, eh bien, essaye de voir si déjà c'est pas la technique qui pose problème. Et si c'est pas la technique qui pose problème, eh bien, il faut changer l'exo tout simplement. De la même façon, au niveau de ton squat, si vraiment tu as vraiment hyper mal au bas du dos le lendemain de ton squat, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Comme le soulevé de terre d'ailleurs, hein, je veux dire. Comme le soulevé de terre. Mais oui, Ouais. mais il y en a qui vont dire oui, mais c'est normal parce que la barre, etc., elle appuie, il y a de la pression. Très honnêtement, si tu as vraiment très mal au dos le lendemain de ta séance de squat ou de soulevé de terre, honnêtement, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. C'est qu'au Ouais, niveau et de puis c'est pas plaisant, l'exécution, ça. Enfin, je veux dire, ça c'est clairement pas. Ça, pour le coup, c'est des douleurs. C'est pas votre. C'est pas le muscle ou quoi. Là, c'est vraiment que vous êtes flingué un peu le dos là, hein. donc oui, il change quelque chose. Très certainement au niveau de ta technique, au niveau de la charge que tu utilises, etc. Mais change quelque chose parce que oui, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, là, tu augmentes le volume de la musique alors que ta voiture fait du bruit. Donc c'est juste tu masques les choses, mais tôt ou tard, bah, l'autoradio va péter et puis tu vas te rendre compte de tous les bruits qui se sont accumulés et ça sera trop tard. Et après, ça sera la fourrière. Donc, T'es trop chaud en métaphore. mais du coup, non, c'est pas normal. C'est pas normal. Et par exemple, je vais prendre un exemple encore une fois. Quand je fais les cuisses, j'ai jamais mal au dos. J'ai jamais mal au dos. Pourquoi? Parce que bah, déjà, ce que je travaille, c'est uniquement mes cuisses. Voilà, c'est pas Donc, le dos. Est-ce que je veux dire, si tu fais une séance de jambes et que t'as mal au dos, c'est pas bon. C'est pas oui, le but. donc c'est qu'il y a très certainement des choses à changer ou dans ta technique, il y a des modifications à faire. Il y a des gens qui vont dire oui, mais quand tu mets lourd, je suis désolé, mais les mecs qui squattent à plus de 200 kilos et qui écoutent le podcast et qui ont une technique parfaite, on va pas se mentir, c'est une minorité de personnes. Et justement, si leur technique est parfaite, ils vont pas mal au dos, hein. Ils ont pas Ouais. mal au dos. T'imagines le grand champion de powerlifting qui squatte et qui fait du soulevé de terre 3-4 fois par semaine. T'imagines si à chaque fois qu'il faisait du squat et du soulevé de terre, il avait des douleurs au dos le lendemain, mais il pourrait pas faire ça tous les jours, tout simplement. Donc, toi qui fais ton squat ou ton soulevé de terre 1 à 2 fois par semaine maximum, comment ça se fait que tu en es? C'est que tu vas pas aller bien loin. Donc, change ça, change ce qui va pas, enfin, cherche ce qui va pas, modifie-le. Et bien souvent, c'est une question d'ego, hein, c'est la charge qui est trop importante. C'est, puis après, comme dit Rémi, c'est souvent le tiroir à excuses pour pas avoir à diminuer le poids, hein. Ne serait-ce que quand je parle de la presse à cuisse et de l'amplitude à la presse à cuisse, je les vois bien hein, quand je dis oui.
Si tu n'arrives pas à descendre après sa cuisse, c'est pas que tu manques de mobilité, c'est juste que tu mets trop lourd. Bah, allez voir les commentaires, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Dans les commentaires, c'est le tiroir à excuses. Hein. Les mecs, oui, mais non, mais moi je peux pas, j'ai mal, sinon, patati patata. Bah, mets moins lourd, tu verras que tu n'auras pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les erreurs qu'on cite, encore une fois, on les a faites, ou du moins on les a vues faire, ou on se doutait que c'était pas bon. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait transmettre, on vous dit qu'il faut pas faire comme ça parce que il y a mieux. Ouais. Non, mais c'est vrai, la presse, moi je me souviens très bien, la presse Matrix, là. Donc, La lumière, là, 45 pour ceux ouais, qui sont dans tous les Basic Fit. donc avec les deux pieds, tu sais, je devais rajouter des plaques parce qu'il n'y avait plus assez de place et je faisais des séries de je sais plus combien, des séries interminables. J'en avais mis une vidéo d'ailleurs en story et je me souviens très bien aussi que je le faisais en unilatéral et en unilatéral, je crois que j'étais pas loin aussi. Je crois que sur le plateau du bas était plein et le plateau du haut était quasiment plein aussi. Et d'ailleurs, je me souviens, j'allais à la salle avec la personne qui m'a fait le poulet périmé à ce moment-là. Et j'étais fier comme un coq. Hein. Elle était à côté de moi, je m'étais full press quasiment à une jambe. Je peux te dire que je me sentais bien, mais mes muscles, ils étaient là. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? En plus, je la faisais pour les ischios, la presse. Oh merde. Oh la double erreur quoi. La double erreur. Il y avait rien calé. Il y avait rien calé. Donc Après, il y a effectivement, la presse horizontale aussi. J'ai des vidéos où tu fais la presse horizontale, t'es couché sur ton genou là, et tu ouais, fais des petits bouts. je me penchais vachement en avant. Comme ça, en fait, mes jambes, elles venaient appuyer sur ma poitrine et je repartais. Et Il faisait un rebond sur son gros ventre. oui, bon, ça va. Hein. Mais du coup, voilà, c'est ce genre d'erreur-là. Et puis après, c'est la personne qui va te dire, moi à l'époque, si tu m'avais dit, bah, il faut que tu baisses le poids, je t'aurais dit, mais non, j'ai mal, j'arrive pas à descendre, je manque de mobilité. Oh, et honnêtement, si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par là et que je les ai fait, ces erreurs. Bien Donc sûr. voilà, tôt ou tard, toutes les personnes qui ont été un peu de mauvaise foi dans les commentaires, elles s'en rendront compte. Bon, bien sûr, si elles continuent la muscu dans le temps et qu'elles sont concernées, on va dire, par leur progression, mais elles s'en rendront forcément compte au bout d'un moment. Mais très honnêtement, ne fais pas cette erreur. Et parce qu'il y en a plein qui font du soulevé de terre, qui font des max avec des techniques dégueulasses, qui mettent 3 fois trop lourd, etc. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Pensez que, voilà, il y a une phrase qui est hyper importante, que je sais plus qui c'est, je crois que c'est sur les forums super physiques, qui l'a rabâché à l'époque, au tout début, il disait, un dos, c'est simple, t'en as qu'un seul. Si tu te le niques, c'est fini. C'est fini. Et tu pourras plus rien faire. Et là, la muscu, c'est, voilà, tu pourras faire du curl et des mollets, mais c'est tout. Donc, tu pourras plus jamais, le physique de Ziz que tu vas atteindre, c'est fini. Tu pourras juste le regarder en photo sur Internet. Donc, fais attention. Exactement. Et non, c'est pas normal d'avoir des douleurs après avoir fait un exercice ou pendant que tu fais un exercice. Alors pour extrapoler encore, tu parlais de Superphysique et c'est vrai qu'il y a le podcast de Superphysique justement qui est animé par Rudy Koya et Fabrice. Et donc moi j'aime bien écouter ce podcast-là. Et dernièrement, bah, Fabrice, qui anime ce podcast, s'est fait mal, très mal au dos à cause de pratiques répétées, de squat, de soulevé de terre. Je sais plus s'il en faisait beaucoup. Enfin bref, c'était un féru de squat. Et il avait une bonne technique, mais pas tant que ça. Et finalement, il a tellement pratiqué l'exercice que il s'en est bousillé le dos. Et du coup, il s'est fait opérer. Et voilà, comme il le dit, enfin, comme Denis l'a dit, on n'a qu'un seul dos. Et là, il est en pleine réhab. Et c'est horrible en fait quand ça t'arrive. Tu te sentais invincible. Donc, pour reprendre ce que disait Fabrice, tu te sentais invincible. Tu pensais que tout allait bien, que tu étais fort, que rien ne pouvait t'arriver. Et un beau jour, tu te réveilles et puis tu as tellement mal que tu peux rien faire, tu peux plus bouger, tu es paralysé et t'as pas d'autre choix que de passer sur le billard. Donc c'est vrai que les articulations, on a beau se dire oh c'est bon, ça va le faire, demain je sentirai plus rien. Sauf que plus ça, répété sur X années, eh bien vous allez clairement vous détruire les articulations. Donc voilà, gros disclaimer là-dessus. Faites attention à vous, écoutez-vous, mais pas trop. Mais voilà, faites preuve de bon sens encore une fois. Après, encore une fois, donc là, on parlait des douleurs, mais c'est vraiment les douleurs, genre les douleurs articulaires, Ouais, articulaire. etc. Et pas musculaire, justement, Si, voilà, le dernier point si, qu'on si voulait peut-être c'est, aborder. si par exemple, par exemple, quand tu fais ton développé couché, quand tu as les pecs en feu, c'est plutôt bon signe.
Ce qu'il faut, c'est juste pas, par exemple, avoir mal au coude, mal aux épaules, mal au poignet quand tu fais ton mouvement. Là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Si par contre, quand tu fais un exercice pour les pecs, tu as les pecs en feu et que c'est vraiment genre ça le facteur limitant de ta série, bah ça, c'est plutôt bon signe. Et après, est-ce que ça, c'est une douleur qui est normale? Alors, très honnêtement, moi, frère, la brûlure, c'est vraiment quelque chose, enfin, la brûlure musculaire, c'est vraiment quelque chose que je fais pas attention et je suis vraiment passé au-delà. C'est-à-dire que quand je fais du leg extension, ouais, ça me brûle ma race, mais j'en ai rien à faire. Je sais que il y a certaines personnes, par exemple, la brûlure leg extension, ils vont pas la supporter. Et c'est ça qui va mettre fin à la série. Moi, c'est vrai que j'ai réussi à passer le cap du la brûlure, je m'en fous. Ma série s'arrête quand la charge n'arrive plus à monter. Et ça, voilà, je pense que ça, c'est aussi un palier mental à débloquer. Et effectivement, en fait, au bout d'un moment, alors là, que je sente, si je sens pas mes muscles travailler, en fait, c'est que je fais même plus attention. Je fais même plus attention si je sens mes muscles qui congestionnent, qui brûlent, etc. Ça, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui se passe, c'est que mon mouvement, il est standardisé et je bosse dans ma standardisation. Et à partir du moment où ça ne bouge plus en respectant la standardisation, bah c'est que c'est bon, j'ai atteint ce que je voulais sur mon mouvement. Donc oui, à ce moment-là, la douleur musculaire, on va dire, peut être normale, mais tu peux facilement passer au-dessus. Voilà, c'est ça, oui. Mais enfin, je veux dire, une douleur musculaire, quand on sent son muscle travailler, c'est bon signe, justement. Et comme tu l'as dit, c'est la douleur articulaire qu'il faut éviter. Je pense qu'on peut conclure avec cette question qui était assez longue au final. Et on va pouvoir enchaîner avec la prochaine. Yes. Je propose que la prochaine question, c'est quels sont les meilleurs accessoires en musculation? Ah, bah, on va faire un jeu de ping-pong. C'est exactement ce que j'ai te proposer. Parce que Denis est un pongiste, vous le savez, ça. Oui, champion départemental, régional, tout ce que tu veux là. Allez, qui me défie au ping-pong? Et tu pensais au ping-pong justement qu'on allait. Ouais, j'allais dire, t'en dis un, j'en fais un. T'en dis un, j'en fais un. C'est pas ma sœur pour rien, ça. Exactement. Je te laisse commencer ou je commence? Sacrée Brigitte. Allez, je commence. Comme ça, okay. ça te met un peu dans la merde. Pour moi, l'accessoire numéro 1, c'est les sangles de tirage. Ah, l'enfoiré. J'étais sûr que tu allais le dire, c'est pour ça que je l'ai dit en premier. Les sangles de tirage, c'est vraiment un accessoire indispensable. Ça coûte que dalle. C'est vraiment pas cher. Et pour tous tes mouvements où la poigne va être un facteur limitant, eh bien, ça va grandement être utile. Parce que sur tous tes mouvements de tirage, je t'invite à faire le test. Sur tes mouvements de tirage, tu penses être à l'échec actuellement, bah, achète des sangles de tirage, tu verras que tu feras facilement 2-3 reps de plus. Tout simplement parce que inconsciemment, ta poigne va te limiter déjà. Donc même si tu n'as pas l'impression que ça lâche, parce que parfois tu sens toujours pas, parfois tu sens que ça lâche, mais pas toujours, eh bien inconsciemment, voilà, tu t'auto-brides. Et puis même, ça peut être utile sur plein de choses. Moi, je sais que je les mets par exemple parfois aux leg extension pour m'attacher aussi. Je les mets tout le temps. Enfin, je faisais des élévations latérales aussi au bout d'un moment avec les sangles. Je sais pas, ça a même un côté rassurant en fait de les mettre. Ouais, et puis en fait, j'aime bien moi les sentir serrés. Je sais que bah voilà, je suis bien avec. Tu désactives vraiment ta poigne. Hein, ouais, et pareil pour tous ceux qui ont tendance à trop sentir leurs avant-bras sur leurs mouvements de dos, etc. Bah, avec les sangles, ça règle déjà pas mal le problème. Donc honnêtement, les sangles, c'est hyper bien comme accessoire parce que ça limite vraiment les facteurs limitants au niveau de la poigne. Ouais. Donc c'est à mon tour, je vais dire les sangles de cheville ou cuffs. Donc ce sont les petits bracelets qu'on peut mettre au niveau des poignets ou au niveau des chevilles pour exécuter des exercices à la poulie. Ou bon, voilà, souvent à la poulie, on pourrait les mettre ailleurs, mais c'est principalement la poulie pour par exemple travailler les bras, les épaules, le bas du corps. Donc on pourrait faire des exercices pour les fessiers, pour les ischios. Enfin bref, c'est on va dire un accessoire que j'utilise beaucoup et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est vrai que les cuffs, c'est intéressant. Il y a pas mal d'utilité. Tu n'es pas obligé toujours de les mettre que au poignet ou aux chevilles. Tu peux les mettre au coude. C'est pas mal. Ça te au permet coude, bien sûr. Ouais. En fait, on peut le placer comme on veut pour avoir le bras de levier qu'on souhaite. Ouais, c'est ça. Ça rend le bras de levier modulable. Et encore une fois, ça va enlever certains facteurs limitants dans le mouvement.
Donc c'est vrai que les cuffs c'est très très intéressant aussi comme accessoire. Yes. À toi, je t'envoie la balle. Moi, je vais dire les élastiques. Les élastiques, c'est assez intéressant. Donc il va y avoir tout le côté, tu sais, donc modulation de la courbe de résistance sur les machines. Donc tu peux facilement, par exemple, le leg extension où tu n'as pas suffisamment de tension en fin de mouvement, hop, un petit élastique et le problème est réglé. Facile à mettre, facile à transporter, pas très cher en plus. Yes. Pour les machines trop légères aussi, ça peut être intéressant de mettre des élastiques. Et aussi, tu as tout le côté échauffement. Le fait d'avoir des élastiques de faible résistance. Parfois, tu veux t'échauffer, tu veux faire tes fly à la poulie. Bon, pour ceux qui font des fly. Et la poulie est prise. Il y a plein de mecs qui font les pecs. Tu peux pas avoir ta poulie pour t'échauffer. Bah, tu as ton petit élastique. Pareil que tu peux pas avoir d'haltère pour t'échauffer. Tu as ton petit élastique. Tu peux faire pas mal de petites choses avec ton élastique. Oui, exactement. Et les élastiques, en plus, vous en avez de toutes les résistances, hein. Il y en a vraiment. J'en avais un, au bout d'un moment, il était de 5 kg, il était vraiment très fin. Et puis après, ça va de 10 en 10, hein, où il y a 15, 25, 35, 50. Après, les élastiques, honnêtement, ne vous fiez pas au chiffre qui est sur Oui, le. tout à fait, oui. Parce qu'un élastique de 5 kg, si tu le tends vraiment, il t'aura beaucoup plus de 5 kg de résistance. C'est ça, ça dépend comment on l'utilise, comment on le. Ouais. Donc, fiez-vous-en juste pour, dire, celui-là, c'est le petit élastique, il sert Ouais. pour faire l'échauffement, celui-là, je le mets sur leg extension. Mais en fait, les kilos, la résistance qui est affichée sur les élastiques n'est pas réellement. C'est pas réel. C'est ça. À mon tour, je vais dire les classiques, les bandes de poignets. Les bandes de poignets, donc ça permet de. Il Je tire suis la pas gueule. d'accord sur celui-là. Je suis pas d'accord sur celui-là. Bah, les bandes de poignets, je trouve que ça a un côté sécure, confort, de vous dire que voilà, vous avez votre bande de poignet et quand elle est bien placée, ça vous permet vraiment de faire certains lifts dans de bonnes conditions. Mais je sais que tu l'utilises plus trop, Denis, mais moi je sais pas, c'est quelque chose que j'aime avoir encore. Et même je m'en sers pour faire un arrêtoir quand j'utilise mes cuffs. Donc c'est vrai que le cuff parfois il peut être un peu mobile en fonction de la taille qu'on a au niveau des poignets. Et donc du coup mettre sa sangle de tirage de poignet, pardon, ça permet de faire un arrêtoir pour que le cuff évite de glisser sur votre bras. Ça c'est un petit tips que je donne régulièrement et je l'applique parce que ça permet d'avoir toujours la bande de poignet, le cuff au bon endroit en fonction de là où on le veut, hein, mais ça permet au moins de toujours avoir le même repère. Ça, c'est que tu as les poignets fins aussi. Ouais, j'ai les poignets fins. Moi, je me souviens, les premiers cuffs que j'ai achetés, donc c'était des sangles de cheville, et que je me souviens les avoir mis autour de mon poignet, et ça me serrait vachement. C'est vrai que j'ai jamais eu ce problème de devoir mettre les bandes de poignet. Après, honnêtement, si tu achètes des bandes de poignet juste pour tes cuffs, bon, voilà, si tu as des bandes de poignet, ok, ça peut le faire. Mais sinon, je trouve pas forcément que c'est utile. La plupart des gens, en fait, ils achètent des bandes de poignet pour du coup donc sécuriser leurs articulations du poignet et parce qu'ils ont des douleurs. Mais au final, en fait, quand tu as des douleurs au poignet, c'est souvent que tu n'es pas bien aligné. Souvent que la C'est barre, ça, ouais. elle est trop haute. Alors pour ceux qui ont la vidéo, souvent qu'en fait la barre, elle est là et du coup, tu as de la contrainte sur le poignet alors que la barre, en fait, il faut qu'elle soit dans le prolongement de ton avant-bras. Et quand la barre est dans le prolongement de ton avant-bras, tu n'as pas de douleur. Mais, euh, mais la plupart des gens, voilà, en fait, ils se disent, bon, avec les bandes de poignet, ça va aller beaucoup mieux. Alors certes, ça soulage un peu, mais ça règle pas le problème de base. C'est exactement ça. Pour certains aussi qui m'ont posé la question, sur certains mouvements de presse, je mets vraiment la barre sur le bout et j'ai mes ongles en fait qui sont pas, enfin qui crochettent pas la barre et en fait je sers juste mon appui en fait avec le bout de mon poignet. Et donc du coup les gens me demandent mais pourquoi tu crochettes pas la barre? T'as pas peur qu'elle te chope, qu'elle glisse de ta main? En fait non parce qu'elle est parfaitement placée. Et justement, elle est dans le prolongement de mon avant-bras. Et c'est ce qu'on recherche justement pour éviter voilà, de placer la barre trop haute et ce qui viendrait du coup plier votre main. Ouais, puis c'est une machine. Je veux dire, tu as les Ouais, c'est une sécurités. machine, tu as les sécurités, si ça Et lâche, ça lâche. puis, Je veux dire, la trajectoire, c'est la même. Si tu fais ça au développé couché, avec la stabilité que tu as à gérer, il y a de grandes chances que tu te prennes la barre sur la gueule. exactement. Mais C'est pour ça que j'ai parlé de machine. Ne faites pas ça sur des exercices libres. Placez déjà d'une part sur vos machines des sécurités pour être sûr de bien faire votre mouvement dans de bonnes conditions, hein. après, je sais que quand j'utilise des haltères, je verrouille jamais mon pouce, moi. Ça, c'est mal.
Mais encore une fois, vu comme l'haltère est bien placé, en général, il bouge pas. Et vu comme aussi j'ai des grosses mains avec des gros doigts, donc même quand j'ai des gros poignets, des gros doigts. Et gros doigt Et en fait, dodu. bon bah voilà, si je la serre quoi. Donc y a pas de problème. Ouais, mais Mais discrètement quand même, effectivement, hein, je suis pas. ne le faites pas. Tout le monde n'est pas comme moi. Mais effectivement, je me souviens quand je prenais les grosses haltères là pour faire mon développé couché, je les tenais comme ça et ça a jamais bougé. Mais ne le faites pas. Ne le faites pas parce que tout le monde ne sait pas placer les haltères comme moi. Tout le monde n'a pas les doigts aussi gros que moi, Dodu, on a dit dodu. dodus que Le moi. père Donc, dodu. C'est donc pas le voilà. père Denis, c'est le père dodu. Donc ne le faites pas. Ne le faites pas. Autre accessoire, À toi. je vais dire le pin. Ouais, bien vu. Un pin, c'est. Alors, effectivement, quand vous me voyez utiliser un. T'en as pas un qui traîne? Le caleçon! Les jolis pins, dans leur, le super pin. Instant promo. Ouais, Et c'est ça. Alors, c'était pas prévu, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé. C'est voilà, c'est ça en fait, les pins de chargement, mais je vais vous l'ouvrir. Putain, Denis, tu me fais une petite passe. Unboxing en live. C'est ça un pin en fait. Et donc du coup, bah, vous mettez votre poids ici et ça permet du coup de faire des paliers progressifs ou de surcharger les machines quand elles sont trop légères. Voilà, Rémi a C'est tout disponible résumé. sur la boutique. Rémi a résumé, mais en fait, le pin va avoir deux avantages principaux. Donc moi, quand vous me voyez l'utiliser, t'as fini ton ASMR là? Attends, ouais, c'est pour ça, attends, 30 secondes. Mais tu veux pas le ranger après le podcast? Je connais bien ton côté maniaque là. Et en fait, le pin va avoir deux avantages principaux. Donc, la plupart du temps, quand j'utilise un pin, c'est bien souvent que la machine est trop légère. Donc, ça me permet d'aller au-delà de la capacité de chargement de la machine. Et sinon, en fait, l'avantage, on va dire, principal que la plupart des gens auraient en utilisant un pin, c'est tout simplement de faire des paliers intermédiaires. Et ça, c'est plus quand j'étais à Budapest, par exemple, que je le faisais sur la putain de machine à mollet Cybex, là. Elle était hyper lourde. Et je suis fort au mollet, hein. Mais celle-là, je ne l'ai jamais stackée, hein. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je mettais mon pin, et sur mon pin, je mettais par exemple un poids de 2,5. Et ça me permettait de faire un palier intermédiaire avant de rajouter une plaque, tout simplement. Hmm. Et voilà, après un poids de 2,5, je mettais un poids de 5, et après, en général, je montais d'une plaque. Donc ça me permettait de faire des paliers intermédiaires, et ça, c'est vachement bien, parce que par exemple, je pense aux filles qui ont tendance à s'entraîner en salle et qui, parfois, ne peuvent pas faire de palier intermédiaire. Et par exemple, tu vas mettre 50 kilos, c'est trop léger. Tu mets 60 kilos, tu n'arrives pas à décoller la barre. Bah, avec un pin, ça te fait un palier intermédiaire et tu peux progresser plus doucement et plus durablement, on va dire, dans le temps. Donc un pin, c'est vraiment très avantageux à avoir. Et effectivement, j'en utilise. En ce moment, je stack toutes les machines, donc j'utilise beaucoup le pin. Mais sinon, effectivement, il y a un autre intérêt que vous ne voyez pas souvent utiliser de cette manière-là, mais c'est selon moi l'intérêt principal. Moi, vraiment, enfin, pour ceux qui me suivent, c'est ce que je fais absolument parce que j'aime appliquer la micro-progression et donc, du coup, utiliser des micro-plays de 250 grammes ou même 500 grammes. Et le pin que vous avez vu, il fait, je crois, 550 grammes. Donc voilà, ça vous permet déjà d'avoir un palier avec 500 grammes dessus. Et après, bah, vous rajoutez des petits poids de 1,25, de 2,5 en fonction de ce que vous avez dans la salle de sport. Et du coup, voilà, d'avoir des paliers vraiment plus agréables au lieu de, comme disait Denis, de passer d'une plaque à une autre où justement l'écart parfois peut être hyper agressif. Ouais. À Et mon tour. Attends, petit aparté, pour ceux qui se diraient oui, mais aller au-delà de la capacité de la machine, ça va la casser. Non. Non, non, non. En fait, il faut savoir que déjà, les machines, quand vous achetez une machine, ça, il y a peu de gens qui le savent, mais quand vous achetez une machine, auprès du fournisseur, vous pouvez déjà lui demander, parfois, il y a même certains fournisseurs qui ont fait des gammes de poids, donc avec des stacks plus ou moins lourds. Et souvent, dans les salles commerciales, vous avez les machines avec des stacks de poids très légers. Si vous vous entraînez, par exemple, dans un fitness park, il y a de grandes chances que vous maxiez toutes les machines parce que c'est les poids les plus légers possibles, les stacks de poids les plus légers possibles. Et si vous allez parfois dans d'autres salles, vous apercevez que la même machine, eh bien, il y a 50 kilos de plus sur le stack. Parce que, par exemple, la personne qui l'a acheté, eh bien, elle l'a acheté avec un stack plus gros.
Et vous pouvez même demander au fabricant de vous rajouter encore des plaques par-dessus pour aller encore au-delà. Tout simplement parce qu'en fait, les câbles et les poulies, de toute façon, il y a tellement de démultiplication que ça peut aller vraiment très très haut. Avec un câble de machine, tu pourrais tirer un camion que ça ne pèterait pas. Et au final, qu'est-ce qui pète les machines? En fait, c'est une mauvaise utilisation, tout simplement. C'est une mauvaise utilisation ou parfois un mauvais entretien aussi de la Voilà, machine. l'usure des câbles, les frottements, voilà, qui. Voilà, c'est ça. Par exemple, quand vous relâchez d'un coup la machine, parfois ça fait un peu sauter le câble et du coup il y a un frottement. Hop, ça endommage un peu le câble à cet endroit-là. Et ça, répété par tous les mecs qui le font dans une salle commerciale, eh bien le câble il finit par péter. Et c'est comme ça qu'on pète une poulie. Personnellement, j'ai jamais pété de machine. J'en ai tordu, c'est vrai. Mais c'était pas des machines professionnelles. C'était des machines, c'était même pas des semi-professionnelles. Voilà, effectivement, j'en ai tordu quelques-unes, mais encore une fois, alors c'est même pas moi qui les ai tordues, c'est la façon dont on m'avait sorti la première. C'était une machine à adducteur, pour faire simple, et en fait, sur la machine à adducteur, il y a une personne qui m'a aidé avec son pied pour sortir la première rep, et c'est quand la personne a poussé en fait avec son pied que ça a tordu la machine. Mais si la machine avait été utilisée de manière normale comme je le faisais avant, ça serait jamais arrivé. Donc, encore une fois, c'est dû à une mauvaise utilisation et c'est ça qui pète les machines. Monter à stack plus 20, 40, 50, 60, 80, c'est pas ça qui va péter la machine. Donc voilà, c'était la petite aparté. Je te laisse continuer, mon frère, avec les accessoires. Ouais, alors attends, j'en avais un en tête et je l'ai plus. Donc je vais dire ce que j'imagine maintenant. La magnésie. Là, j'allais le dire. Ouais, la magnésie. Donc on a parlé des sangles de tirage en number one, mais la magnésie, on va dire que c'est le truc des fois qui te permet d'être sûr à 100% de bien crocheter ta barre. Donc typiquement, moi sur mes exercices de pull, sur mes séances pull, j'aime bien utiliser la magnésie sur les gros exercices comme le RDL, puisque je l'ai sur cette séance-là, mais aussi sur des gros exercices comme le chest supported, où j'aime bien avoir la magnésie plus les sangles de tirage pour être sûr de vraiment bien verrouiller en fait et ne pas m'occuper quelque part de ma poigne, mais vraiment me concentrer sur mon dos. Ouais, c'est intéressant la magnésie. Moi, en autre accessoire, je vais dire le trépied pour se filmer. Tout simplement parce que c'est important de se filmer pour pouvoir checker ses amplitudes, ses mouvements, la dégradation de sa technique aussi au fur et à mesure des semaines. Et en fait, juste poser ton téléphone quelque part. D'une, bah, tu peux faire tomber un haltère dessus ou autre. Deux, tu peux marcher dessus aussi. Alors que s'il est sur un trépied, bah, déjà, tu peux filmer comme tu veux avec les angles que tu veux. Tu ne te prends pas la tête. Et puis en plus, ça coûte que dalle un trépied, tout simplement. Les microplates, on en a parlé tout à l'heure. Oui, c'est vrai, les microplates, c'est Voilà, intéressant. donc les microplates, c'est tous les petits disques de poids. Voilà, je parlais tout à l'heure des 250 grammes, des 500 grammes. Voilà, on peut même mettre les galettes de 1,25 et de 2,5. Voilà, ces petits paliers là, ces petits disques de poids que vous pouvez rajouter pour vous faire justement des paliers intermédiaires. Alors, moi, je ne vais pas en donner un, mais je vais parler de un que très certainement les gens s'attendent à ce qu'on en parle. C'est le protège-dents. Ah, Le protège-dents, alors pourquoi je parle du protège-dents? Parce que je me suis pété une dent, du coup, à Budapest en serrant les dents trop fort. Et depuis, je n'utilise pas de protège-dents. c'est vrai que ça. Pourquoi je n'utilise pas de protège-dents? Alors déjà parce que ça me fait chier, on va pas se le mentir. Et deuxièmement aussi, l'excuse que je donnais, c'était tout simplement que je devais pas, enfin le dentiste m'avait dit de ne pas utiliser de protège-dents jusqu'à mon opération des dents qui a eu lieu du coup il y a 3 semaines. L'opération des dents est passée et je n'utilise pas de protège-dents. Pourquoi en fait? Parce que je ne serre plus les dents, tout simplement. Et en fait, il vaut mieux faire ça, il vaut mieux ne pas serrer les dents que de serrer les dents et de devoir utiliser, on va dire, un accessoire pour ne pas se péter les dents. Et est-ce que ma force a diminué depuis que je ne serre plus les dents? Non, ça n'a rien changé. Ce qui s'est passé de toute façon à partir du moment où je me suis pété la dent en serrant les dents, ça a été un choc énorme, ce qui fait que depuis je n'ai plus jamais serré les dents. Mais vraiment, je n'ai plus jamais serré les dents. Et il y a des gens qui, enfin, je conseille en fait à tout le monde de chercher à ne pas serrer les dents plutôt que d'utiliser un protège-dents
Parce que c'est entretenir une mauvaise habitude. Et le jour où tu n'as pas ton protège-dents, eh bien, au final, tu vas quand même serrer les dents et tu as un risque pour tes dents. En plus de ça, en termes d'hygiène, c'est ultra compliqué. Moi, je vois, par exemple, je mets toujours déjà de la magnésie, comme on parlait précédemment avec Rémi. Et en plus de ça, je suis toujours en train de gratter, resserrer les machines, etc. Donc, j'ai toujours du cambouis sur les doigts. Attends, je prends mon protège-dents, je le mets. C'est bon, je chope. Le lendemain, j'ai 3 abcès dans la bouche. Donc non, c'est pas forcément le mieux. Et le mieux, en fait, c'est tout simplement de ne pas serrer les dents. Et il y a certaines personnes qui m'ont dit oui, mais moi, j'y arrive pas, etc. Euh, Moi, je serrais tout le temps les dents. Et en fait, comment ça se fait que je n'y arrive plus? C'est tout simplement que je me suis pété la dent. Et en fait, c'est un peu comme le fumeur qui veut arrêter de fumer, qui n'y arrive pas, qui se dit putain, j'ai tout essayé, j'y arrive pas. Il essaye les patchs, il essaye l'hypnose, il essaye tout, il n'y arrive pas. Et puis en fait, il va voir son médecin et son médecin il lui dit écoute, si tu continues à fumer, tu t'es mort dans 6 mois. Je peux te dire qu'il va arrêter de fumer là. Il y a de grandes chances que ça soit beaucoup plus facile et qu'il n'y ait pas besoin d'hypnose, de patch, etc. Pourquoi? Parce qu'il a une motivation qui est beaucoup plus forte pour y arriver. En fait, toi, c'est la même chose. Il faut que tu te dises, voilà, j'arrête de se serrer les dents. Après, tu as des techniques. Hein. Au début, j'avais peur, donc je mettais ma lèvre, comme ça, là, dans ma bouche. Ah. Mais je ne serrais pas. Donc, vraiment, ça m'a soigné, moi. Je ne serre plus. Puis maintenant, vu comme je crie un peu plus aussi, j'ai plus de problème. À Budapest, en fait, je faisais beaucoup de mouvements qui me demandaient énormément de gainage. Et là, du coup, vu comme j'ai moins de machines qui sont demandantes en termes de gainage, je peux vachement plus crier, entre guillemets. Puis je suis seul dans la salle, qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Et du coup, quand tu as la bouche ouverte, tu ne serres pas les dents, tout simplement. Donc voilà pour le protège-dents. Si tu as l'habitude de serrer les dents, je te conseille de changer tes habitudes. Ouais, ou vraiment pour la personne qui a l'habitude d'utiliser un protège-dents, why not? Mais c'est vrai que c'est un coup de main à prendre. Enfin, je veux dire, moi, j'en ai déjà parlé justement dans ce podcast. On en avait déjà essayé. Enfin, moi, j'en ai déjà essayé. J'en ai fait trois différents. Et franchement, je n'y arrivais pas. Et puis après, bon, je suis pas non plus quelqu'un qui serre naturellement fort les dents. Je préfère ne pas en utiliser parce que ça me dérangeait trop pendant la série. Alors je dis pas que certaines personnes doivent être voilà, à l'aise avec ça, mais voilà, c'est vraiment très personnel. Et puis je pense que voilà, se péter une dent, ça reste très 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 infime. Enfin, je veux dire, les personnes qui se pètent une dent à l'entraînement, il y a que les trous du cul comme Denis qui ont ça. Voilà, c'est vrai. Voilà, donc bon, je veux dire, là, t'as plus, tu vas te péter une dent que si tu te prends une mandale dans la gueule, plus que si tu vas faire Il y une a série plus, il y a plus de chances, ouais. Ouais, plus de chance. T'imagines la probabilité que tu te pètes une dent Il y a que toi, franchement. sur une machine légendaire, rejet athlétique, dans un pays étranger. Ouais. Il y a que toi, franchement, sans déconner. C'est vrai. Mais c'est à moi là l'accessoire? Ouais, vas-y. T'en as un autre? De quoi? T'en as un autre accessoire? J'allais dire les sangles d'alpinisme. Ouais, tu vas chercher loin, frère. Ah ben non, mais attends, mais nous on est des bricoleurs, on n'est pas des bricoleurs, Denis. Vas-y, je te laisse continuer. Alors les sangles d'alpinisme, c'est ces grandes cordes là avec plein de boucles qui est justement utilisé à la base pour faire de l'alpinisme, pour voilà, crocheter plus facilement les mousquetons et quand on escalade, avoir voilà, des accroches. Eh bien, nous, on l'a détourné pour les mettre sur certaines machines, sur certaines poulies notamment, pour avoir du coup un peu plus de longueur de travail pour éviter voilà, de tirer un stack et de se placer ensuite. Des fois, ça nous permet de directement accrocher cette sangle et avoir justement la distance nécessaire pour s'installer directement et être prêt à partir. Voilà, ça reste quelque chose pour moi d'intéressant. Ça facilite, on va dire, la mise en place. Ouais. Effectivement, c'est ça. C'est pointilleux, mais on est sur un podcast de perfectionniste ici, mon gars. Beaucoup plus simplement, tu as parlé des sanglés d'alpinisme, mais en fait, avant de parler de ça, juste des mousquetons. Mais oui, mais tellement avoir Basic Fit, là où des fois, il se retrouve où il n'y a plus de mousquetons à la poulie parce que quelqu'un les a mangés. Ouais, c'est ça.
le truc, c'est que la plupart des gens vont voler les mousquetons. Je sais pas Ouais, ce c'est qu'ils en plus foutent. manger, mais c'est volé. Ouais. Moi, dans mon sac, là, justement, j'ai besoin de mousquetons pour la poulie que je fabrique. Et j'ai ressorti tous les mousquetons que j'avais. J'en ai genre une vingtaine dans mon sac. Ouais. Bon, non, parce qu'on en a commandé un paquet aussi. Et, 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 et et en- tu sais, j'ai gardé ceux que. Parce que j'ai réussi à tordre aussi certains mousquetons. Tu te souviens le mousqueton qui a été tordu pendant ma série? ouais, filmé en plus, celle-là. Ouais, j'ai la vidéo. C'était sur un chest supporté draw en prise pronation. Ouais. Donc à la poulie basse, j'avais rajouté un banc pour avoir un support. Et je faisais mon mouvement. Et première rep, tout va bien. Et Rémi était à côté. Et Oh, putain. deuxième rep, ça commence de plus en plus à se tordre. Et on le voit à la vidéo. Mais Il y a en fait, Rémi. moi, le mousqueton, en fait, on le voit à la vidéo, il s'écarte. En fait, il est de plus en plus en train de s'ouvrir. Et tu vois la tête de Rémi qui se décompose en mode ça va péter. Et il m'a pas Ça va interrompu dans mon péter. set. Il m'a Ah, pas la petite interrompu ref. dans mon set. Et il y a juste à la fin, il m'a dit, mec, j'ai eu trop peur qu'il pète. Et en fait, quand j'ai reposé la barre, Mousqueton, il est tombé et il était flingué, quoi. Flingué de chez flingué. Flingue, Mais du coup, flingue. donc, Donc, ayez des mousquetons solides. ouais. Est-ce T'as que dit, tu as. Vas-y. t'as dit mousqueton, moi je vais dire. Bah, c'est que je regarde en fait ce que j'ai dans mon sac. En fait, après, moi j'ai Non, mais une. commence pas à partir sur les accessoires Prime, s'il te plaît. Non, pars pas sur les accessoires Prime. Bon, ok, je m'arrête là alors. Je Les pense que. accessoires Prime. Non, mais pas forcément pas tous les accessoires Prime, mais au moins la barre qui te permet de régler. Donc ça c'est assez spécifique. C'est une grande barre rectangulaire qui permet du coup de placer à notre convenance en fait une distance pour faire des exercices à la poulie. Donc voilà, ça permet voilà d'avoir une liberté et surtout une correspondance à notre morphologie pour réaliser des exercices plus adaptés. Ouais, c'est surtout que ça permet aussi d'être aligné avec la ligne de force. Parce Ouais. que souvent, les personnes qui vont avoir des douleurs, par exemple au coude, sur leurs extensions triceps, c'est souvent qu'en fait, leur coude, enfin leur articulation, leur bras n'est pas aligné avec la La ligne de. résistance. Exactement. Ce qui fait que ça peut poser problème et avoir des douleurs. En élargissant ta prise, en mettant des accessoires, eh bien, tu peux régler le problème. C'est pour ça que j'ai fait, par exemple, je fais mes triceps sur le tirage vertical, parce que du coup, donc j'ai les deux poulies sont dissociées, et du coup, comme ça, je suis aligné. Voilà, c'est ça. Et si vous n'avez pas ce genre de matos et que vous avez des douleurs au niveau de vos coudes, par exemple, ben, faites de l'unilatéral en vous plaçant dans l'axe de la poulie, de la résistance pour éviter ces contraintes-là. Ouais, À souvent toi. ça règle le problème. Les, On avait dit pas les accessoires Prime. Très honnêtement, je crois que j'ai fait les fins fonds de mon sac. Alors après, très honnêtement, il y a certaines personnes qui vont dire oui, la ceinture de l'Est, la sangle à cliquer, mais là c'est trop pointilleux, on va La pas dire ceinture de tout. force, etc. Ouais, mais non. Ouais, la ceinture de force, etc. Tout ça, ouais, ok, ok, ça peut, mais c'est pas essentiel. Après, honnêtement, bon, toi, il y a certains accessoires, genre les sangles d'alpinisme. Oh, mais mec, moi, c'est mes accessoires. Pour moi, c'est les accessoires que j'adore et que j'utilise. Ouais, ouais. Ouais. Après, les plus importants quand même ont été cités. Je vous laisse faire la liste des priorités sur les accessoires. Mais Et encore puis, une fois, dites-nous aussi pour vous ce qui est votre numéro uno, votre number one, ce que vous mettrez du coup tout en haut de la liste. Nous, on a parlé des sangles de tirage. Est-ce que vous avez c'est vrai quoi, un autre les outil? 5 de tirage. Allez, on fait un top 3 chacun. Je te laisse commencer. Un top 3 des meilleurs accessoires? Comment je t'ai jeté dans la fosse au lion par Bah, rapport à tout ce qu'on a dit. ça va être les trois premiers. Sangles de tirage, les cuffs et le pin de chargement. Ouais, tout pareil. Putain, mais vraiment, le mec, il me pose la question et après, il me dit quoi, tout pareil. Voilà, Je pensais que j'allais te mettre en difficulté, mais tu vois, t'es imperturbable. imperturbable. Très bien, ce frère. On peut peut-être passer à la dernière question. Yes. Le podcast prend depuis un petit moment, on va se coucher tard. Je vais pas avoir mes heures de sommeil. Et moi, j'ai mangé, là, c'est vraiment là où je suis hyper content. Je sais qu'à la fin de ce podcast, je vais prendre ma douche. Je prends ma douche et je me fous au lit, mon gars. Terminé, bonsoir. Il est 22h11 actuellement. Mon dernier repas était à 16h.
vous laisse imaginer comment je suis en train de cataboliser. Du coup, dernière question. Rémi. Non, mais tu catabolises, Denis, ça se voit. Ouais, bah, là, j'ai perdu du muscle. Putain, mon bras, ils ont fondu et tout. Bref, Rémi, est-ce qu'on peut dépasser les 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps? Ah oui, c'était la question de nutrition. Eh bien, oui, voilà, c'est dit. Prochaine question. Mais on m'a dit que j'allais mourir si c'était le cas. On va se la refaire en mode, en Ouais, mode question. comme la dernière fois. Non, Denis, tu ne vas pas mourir si tu montes à plus d'1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Et on m'a dit que si j'étais en dessous de 1 gramme, j'allais plus avoir de testo. Non, Denis, si tu es en dessous des 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, tu n'auras pas de problème d'érection. Parce que moi, parfois, je suis pas tout à fait à 1 gramme et du coup, ça me fait peur. Non, Denis, c'est pas très grave. Ce qui compte avant tout, ce sont tes besoins caloriques et surtout toi, comment tu gères tes macros. Alors, effectivement, pour faire un petit retour sur la question, donc je pense que la personne qui a posé la question, peut-on dépasser les 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, c'est très certainement une personne qui est en surplus calorique. En surplus calorique, ça va extrêmement vite de péter les 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Ça monte en général assez vite quand tu commences à avoir beaucoup de calories, que tu as une dépense énergétique qui est importante. C'est un palier qui saute assez rapidement. Et après, c'est une question auquel on a déjà répondu un peu dans le podcast spécial sèche. On peut aussi descendre les lipides assez bas sans risque. Autour de 0,5 g, il n'y a aucun problème. Même les études ont été jusqu'à 0,3 g par kilo de poids de corps sans montrer de problème. Après, il faut quand même s'assurer que tu aies suffisamment d'acides gras essentiels dans ces 0,3 g. Donc, si par exemple tu as 0,3 g de lipides par kilo de poids de corps et que, je sais pas, c'est uniquement des acides gras saturés, effectivement, ça risque de poser peut-être un peu problème. Mais si tu es par exemple à 0,3 et que tu as tes apports en oméga 3 par exemple et en oméga 9, on va dire, ça va pas poser de problème. Donc c'est ça, donc ça c'est un peu le seuil minimal. Et ensuite, le seuil maximal, il n'y en a pas réellement. Au bout d'un moment, quand tu montes tes calories, tu es obligé de monter tes macronutriments. Si en fait dans la tête des gens, c'est ça, tu dois toujours être aux alentours des 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines, 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides, et le reste en glucides. Mais la vérité, c'est que quand tu montes tes glucides, eh bien, déjà les protéines montent avec. C'est ça, et en plus, automatique. Et en plus de ça, quand tu commences à varier un peu tes sources aussi de protéines, eh bien, les lipides vont forcément monter avec. Genre la langue, c'est gras. Et je sais que la langue, moi, j'ai eu un quota de lipides qui était plus important durant ces jours-là. Mais c'est pas très grave. C'est pas ça qui va me tuer. Il n'y a pas de problème à partir du moment où tu respectes ton total, calorique, tout simplement. Et que tu as suffisamment. En fait, là où ça pose problème, c'est rarement quand il y a trop. Le risque d'y avoir trop, c'est que tout simplement tu fasses du gras si ton surplus calorique est trop important. Mais ce qui pose plus problème, c'est les carences, ne pas en avoir assez. C'est là où ça peut être dangereux et que ton corps, du coup, peut moins bien fonctionner. Mais aller au-delà, que ce soit pour les lipides ou même les protéines, ça pose pas réellement de problème. Et encore une fois, les protéines, je me souviens, quand j'étais à plus de 5000 kcal, je dépassais les 3 grammes par kilo de protéines par poids de corps. Alors là, tous les mecs, je me souviens, j'avais parlé de ma diète et j'avais montré un screen de ma Ah, t'avais de fait ma une diète. capture d'écran sur Insta, ouais, c'était abusé. Et je sais plus, j'étais à 3,2, je crois, un truc comme ça ce jour-là. Et tout le monde m'avait dit, mais tu vas mourir, tes reins, etc. Ouais, Mais je me attends, rappelle les retours que t'avais eu, mon dodo. ouais, j'étais à 1,7 de lipides, j'étais à je sais plus combien, j'étais à plus de 7 grammes de glucides, je sais plus combien j'étais, honnêtement, je sors un peu les chiffres de mon chapeau, mais j'étais élevé partout et les gens se sont arrêtés sur les protéines. Mais le truc, en fait, c'est que si je diminue en fait mes protéines animales, je me retrouve qu'avec des protéines végétales. Et certes, j'ai 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines, mais c'est que des protéines végétales qui sont incomplètes. Donc, c'est pas, voilà, au bout d'un moment, tu es obligé d'exploser tes quotas quand tu as beaucoup de calories.
Donc non, honnêtement, il n'y a pas de problème à dépasser les 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Il n'y a pas de problème à dépasser les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Il n'y a pas de problème à dépasser, pour les glucides, il n'y a jamais de restriction de toute façon. Mais, mais voilà, à partir du C'est pour ça moment... qu'il y avait la mode, enfin surtout, enfin la mode, pas une mode, mais qu'on avait privilégié du coup le full carbs quand on avait fait le cut et qu'on avait fait du coup un régime haut en carbs, donc haut en glucides et bas en lipides pour justement garder un volume dans l'assiette. Mais finis, Denis, je reprendrai sur pas mal d'éléments après. Ouais, j'ai vu que tu avais pris des notes. Non, mais c'est parce que ça, c'est moi en fait, parce que je sais que quand tu commences à partir, moi je vais dire putain, faut que je dise ça, faut que je dise ça, et au moment où je dois prendre la parole, j'oublie. Mais ouais, du coup, non, il y a pas forcément de problème. De toute façon, si, enfin, en fait, voilà, ton corps a des besoins. Si par exemple ta maintenance énergétique, c'est, je sais pas, 3600 calories, il y a forcément, bah voilà, forcément, tu vas devoir avoir des apports importants, par exemple en protéines, glucides, lipides, et forcément que tu vas peut-être dépasser les restrictions, enfin les restrictions, les recommandations plutôt. Mais si ton corps en a besoin, bah, il n'y a pas de problème. De toute façon, tu veux faire quoi? Hop, tu vas compenser en mettant de l'alcool pour combler les calories restantes. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc non, il y a pas de problème à dépasser les 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Ouais, très très bien. Du coup, non, mais je reprends rapidement donc, ce que tu disais. Ce qui compte avant tout, c'est la qualité de vos lipides. Et après, à vous de régler vos macronutriments comme vous en avez envie, en fait. Comme Denis l'a dit, il y a effectivement des recommandations. Et après, il y a des personnes qui vont préférer avoir des régimes plutôt hauts en lipides et d'autres plutôt hauts en glucides. Et ça, en fait, c'est encore une fois une question personnelle. Donc, comme je l'ai dit, lorsqu'on a fait notre cut. Bah, tu sais qu'on avait attaqué ça fait 1 an qu'on l'avait attaqué. On était en plein dedans à cette époque-là, et l'année dernière, du coup, on avait fait le choix de mettre beaucoup de glucides et peu de lipides pour avoir du coup beaucoup de volume dans l'assiette, puisque 1 gramme de glucides, c'est 4 calories et 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Donc automatiquement, le volume n'est pas le même. Et donc, du coup, bah, voilà, on avait fait ce choix-là pour garder eh bien, pas mal d'allers-retours pour manger, 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 puisqu'on avait encore accès à de grosses quantités. Et encore une fois, voilà, d'autres personnes vont préférer avoir un régime plutôt haut en lipides parce que ce ne sont pas forcément des gros mangeurs ou qu'ils ont plus d'affinité avec des aliments plutôt riches en lipides. Donc voilà, il n'y a pas d'obligation, juste celle qui vous correspond. Ouais, répartis en fait tes macros de la façon qui va te faire kiffer ta diète, hein, tout simplement. Yes. C'est ce dont on parlait bah, dans les podcasts précédents. Parfois, en fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as beaucoup de calories, c'est parfois dur parce que justement, tu as trop de volume. Mm. Et le fait d'ajouter des sauces, de faire un peu de la cuisine, etc., bah, ça rend les choses bien plus faciles à manger. Mais effectivement, au niveau de ta répartition, bah, peut-être que ça change un peu et que ça fait monter un peu ton total de lipides, mais c'est Ouais, pas un problème. C'est pas un problème. tout à fait. C'était une question assez rapide, celle-là, hein. Finalement, alors que t'avais dit, ouais, on va quand même digresser pas mal. C'est Mais vrai, finalement, voilà, c'est impeccable. vrai. Mais après, c'est vrai que j'avais oublié qu'on en avait parlé dans le podcast avec Flo. Donc c'est pour ça en fait que ça a été rapide. Mm. Parce que s'il avait fallu tout réexpliquer, je pense que ça aurait été un peu plus long. Mais Mais, mais là, on a synthétisé et on a répondu clairement à la question. donc tu ne vas pas mourir si tu dépasses 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Tu sais, il y a des trucs comme ça en muscu qui sont vraiment genre 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, 2 grammes de protéines. Et c'est comme, tu sais, Les 5 grammes de créatine. Oh, putain, il a pris 6 grammes. Oh merde. Ouais, c'est ça, il va Oh mourir. merde. Et au niveau des séries aussi, tu sais, tu peux pas une série de 7. Non, non. Ah non, C'est c'est impair. 6 ou 8. Ouais, parce que Oui, 7, c'est le néant. Tu sais, genre t'as fait 7, merde, qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi? C'est de la force? C'est de l'endurance? C'est du volume? C'est quoi, Denis? Réponds, réponds. si tu fais 7 reps, tu prends pas de muscle. Ouais. Ta série, elle sert à rien. Faut que tu recommences ta séance. Le muscle ne répond qu'aux séries paires. Exactement. Non, il y a les séries de 5 qui sont épargnées C'est et, vrai. et les séries de 15. 15, ouais. Ouais, Et sinon, ouais, si tu fais un 7, ça marche pas. 9, ça marche pas. 11, oulala, 11. 11, c'est, ouais, Je 11. connais un mec, une fois, il a fait une série de 11, il est mort. T'es con. Non, mais là, il est 22h20 pour ceux qui nous écoutent encore jusqu'ici.
Et encore une fois, là, on part un peu en live, mais vous en faites pas. On va mettre fin au podcast. Ouais. Du coup, bah, pas de sangle à cliquer à gagner dans ce podcast. C'est pas grave. Mais si. Bah, on n'a rien dit pour faire gagner une sangle à cliquer. Ah, mais non, mais moi, j'ai dit en début de podcast que les personnes qui souhaitaient avoir une sangle à cliquer, qu'elles se manifestent dans les commentaires. Et puis, on choisira une personne. Alors, il faut donner une vraie bonne raison, alors. Une vraie bonne C'est-à-dire raison. qu'il faut nous dire j'ai besoin d'une sangle à cliquer pour ma machine à dips parce que je mets tant de poids et ça me décolle. Ou alors j'ai besoin d'une sangle à cliquer parce que je déménage Voilà, et j'en ai besoin pour attacher mes meubles. Voilà, ça c'est une bonne raison. Si vous commencez à me dire à dire oui, je veux une sangle à cliquer parce que juste ah mais elles sont là. Juste voilà, j'en veux une. Non, ça marche pas. Il faut qu'elle soit utile derrière. Putain, le coffret, quoi. Par contre, frère, faut vraiment que t'arrêtes. Le frère, il met un t-shirt, une belle chemise à chaque fois, mais pas de calbar. Mais il n'y a rien qui va. Pourquoi tu mets des chemises et tout? Parce que je trouve que ça fait présentable, Denis. Je trouve que ça fait. C'est toi là qui a tué le truc avec le calbar. Les gens sont pas censés savoir. Moi, je suis présentable sur le haut. C'est ce qui compte. C'est ce qui est à la caméra, Denis. Rémi, un jour, il va se pointer à un mariage. Il va avoir le beau costume, la belle chemise, le nœud pape, la veste de costume et pas de pantalon. Calbar. Donc, invitez-moi à vos mariages. Invitez Rémi à vos mariages. Donc voilà, j'ai le coffret devant moi. Il y a exactement 2, 4, 6, encore 8 sangles. Donc ça fera 7 sangles puisqu'on va en envoyer une. Donc voilà, manifestez-vous et justifiez votre besoin en sangle à cliquer. C'est n'importe quoi ce qu'on fait. C'est vrai. Et est-ce que tu peux les dédicacer, Rémi? Qu'est-ce que les gens ils ont rien à foutre. Une petite trace de magnésie dessus pour montrer qu'elles ont été baptisées. Bon, sur ce, on commence vraiment à partir en live. Oui. On va mettre fin au podcast. Donc merci une nouvelle fois de nous avoir écoutés. Encore un épisode un peu qui part dans tous les sens. Surtout au début, putain, au début on est parti dans tous les sens. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est comme ça. C'est le Zero RR podcast. De toute façon, encore une fois, il y a toujours pas mal d'informations et c'est ça qui compte. Le fond, on va dire, plus que la forme. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Merci pour vos questions aussi, puisque à chaque fois, on a des dizaines et dizaines de questions. Et voilà, on prend un malin plaisir à toutes les lire et à les sélectionner soigneusement. Merci aussi pour ceux qui nous écoutent sur Spotify. À chaque fois, c'est le petit temps promo où j'aime bien les voir. Et là, on a dépassé les 440 évaluations. Imaginez les 500. Voilà, ça serait ouf. Donc, merci du fond du cœur. En plus de ça, pour ceux qui veulent voir nos gueules sur Spotify, vous pouvez maintenant nous voir et nous écouter. Et puis après, voilà, disponible aussi sur les autres applications Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube et Spotify. Je crois que sur Apple Podcast, c'est ce que je te disais la dernière fois, on est 3e en termes de fitness et tout. On est bien. Sur Apple Podcast, le podcast est très très bien classé. Ah, super. Ouais. Super. Donc, mais c'est toi normalement qui dois gérer ce genre de truc là, les avis Spotify, notre classement et tout. Ouais, c'est vrai. Tu fais pas ton taf pour le podcast. Oui. En tout cas, ouais. C'est vrai que pour les questions, vous êtes toujours très nombreux à nous poser des questions. Après, il y a beaucoup de questions qui nous sont posées, qui reviennent souvent en fait, mais qui sont des questions auxquelles on a déjà répondu. Donc au final, on privilégie en fait les questions auxquelles on n'a pas répondu, tout simplement, plutôt que les réponses auxquelles on a déjà répondu. Après on les sélectionne quand même, et puis on reviendra certainement dessus plus tard. Voilà, après, mais avec des nuances ou d'autres choses plus intéressantes à vous apporter quand on aura un petit peu de matière à vous donner. Ou alors avec peut-être des invités qui auront un point de vue différent sur les questions. Ouais, aussi. Mais les questions, on va dire qu'on a déjà traitées, c'est vrai qu'on on les note, mais on va dire qu'on les traite pas dans le podcast. Donc si jamais ça fait plusieurs fois que tu poses ta question ou voilà que tu veux qu'on réponde à ta question, assure-toi déjà de savoir si elle n'a pas déjà été répondue dans un précédent podcast, parce que on a répondu déjà à quand même pas mal de questions. Et je pense que cette fois-ci, ça clôture bien le podcast. Donc merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis écoutez, on vous dit à très bientôt dans un prochain épisode du Zero RR Podcast. Salut.
Moi, j'ai pas le droit d'avoir une sangle à cliquer.